bon, alors bienvenue à tous pour Relevant 2021. Cette vidéo est enregistrée le 13 novembre 2021 et j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, durant Relevant, nous récoltons des dons pour favoriser des associations qui amènent le jeu aux enfants hospitalisés. Si vous voyez cette vidéo après Relevant, bien, les dons seront fermés, mais filer un petit coup de pouce à la FFJDR, ça reste possible, car on a toujours besoin à la fois de bénévoles et à la fois de soutien, que ce soit par des adhésions à la fédération. Je vais laisser la parole à nos intervenants et que je vais inviter à se présenter, et je me présenterai après eux. On se présente ou on parle tout de suite? Comme tu veux, présente-toi si tu veux bien. Oui, voilà, je suis Pierre Rosenthal. J'ai travaillé il y a un certain temps dans un magazine de jeux de rôle qui s'appelle Casus Belli, la première version. J'ai créé 2 jeux, mais je n'ai pas créé de jeu purement historique. J'ai créé un jeu de SF et puis un jeu comment dire, qui s'appuie sur certains éléments historiques. Donc, on parlera peut-être de ça un peu plus tard, mais voilà, moi, je ne suis pas spécialiste principalement du jeu historique. Sam, si tu veux te Ah, présenter. Alors, donc moi, Sam Metzner, bonjour les gens. J'ai une casquette, donc rôliste évidemment, grand joueur depuis maintenant quelques années, et puis aussi, moi j'ai fait des études en histoire, et je travaille dans mon métier de tous les jours, c'est d'être médiateur culturel et collaborateur scientifique dans un château. Donc je suis tous les jours au contact de l'histoire, principalement du Moyen Âge, mais pas que. Et donc, le jeu, l'histoire, c'est des questions qui me suivent au quotidien. Et puis, je suis super content d'être là et de parler notamment avec Pierre de tout ça. En tant qu'auteur, j'ai pas non plus, en fait, j'ai travaillé sur des jeux qui jouent justement un peu avec l'histoire, notamment chez les 12 singes, Skull and Bones, qui a un côté justement un peu uchronique. Et puis là, je travaille justement sur un jeu en ce moment, toujours avec eux, qui est du pur histo pendant les croisades. Donc là, j'ai un peu la tête dans le guidon là-dedans. C'est le bon moment pour cette conférence. Ouais, pour ma part, eh bien, je suis Dragan, membre du CA de la FFJDR depuis cette année, et puis depuis 2 ans, je bosse moi aussi sur un jeu de rôle. Alors, on pourra définir ce qu'est un jeu de rôle historique et ce qui ne l'est pas, mais en l'occurrence, il s'agit, pour ce qui me concerne, d'un jeu qui se passe dans notre monde en s'appuyant au maximum sur des éléments vrais et historiques. Euh, et voilà, écoutez, merci à vous, je vous laisse la parole. Voilà, alors j'ai fait une définition qui est relativement simple, qui va aborder. D'abord, c'est de parler du jeu qui est normalement le jeu véritablement historique. Donc, le jeu historique, a priori, s'appuie sur une période historique qui est plus ou moins longue et qui est aussi, en fait, qui est bornée par l'espace et le temps. L'espace, on ne va pas pouvoir faire, par exemple, tout le XVIIIe siècle dans le monde entier. J'ai vu quelques jeux américains qui aiment bien ce qui est militaire. Ils ont fait les opérations commando en France lors du débarquement en 1945. Là, c'est très borné, c'est très classique. Il n'y a pas de fantastique, il n'y a quoi que ce soit. C'est vraiment un jeu historique. Euh, Après, en fait, ce sont tous les jeux dans lesquels, en se basant sur l'histoire, il ne va pas y avoir certains éléments. Il n'y a pas de fantastique d'une façon ou d'une autre, de magie, de surnaturel, et aussi dans lesquels les personnages ne sont pas des personnages, je veux dire, super-héroïques ou pulp. L'exemple qu'on peut avoir, c'est, comment dire, le, enfin, Indiana Jones ou Daredevil dans les jeux, c'est-à-dire Indiana Jones, il est capable de sauter d'un avion sans aucun problème, enfin, il a des capacités historiques qui sortent de l'ordinaire. Donc, on est dans un cadre historique, mais le jeu n'est pas joué comme un jeu historique. Il va avoir une espèce de rôle légèrement fantastique dedans. En contrepartie de quoi, enfin, ou à côté de quoi, on peut très bien avoir dans tous les jeux historiques des croyances, des religions, et le fait de croire dans ces religions peut, comment dire, booster sa confiance en soi, ses ressources, parce qu'on croit en quelque chose de supérieur. Mais en général, dans le jeu historique, ça ne va pas être quelque chose qui va être du domaine de l'extraordinaire. Ou alors, c'est un jeu dans lequel la magie existe et à ce moment-là, on a des effets particuliers. Donc, a priori, c'est comme ça que je définis le jeu historique. Par exemple, pour avoir un exemple de jeu historique
il y a un qui s'appelle Te Deum pour un massacre, qui se parle lors des guerres de religion, qui est donc hyper détaillé, hyper historique. Et à l'opposé, on a Miles Christi qui se passe durant les croisades. Et là, on dit que tout ce qui est croyance de l'époque existe. La terre plate, les créatures fantastiques. Donc, dans l'un, on reste vraiment dans l'histoire et dans l'autre, on se sert de l'histoire. Sam, si tu as comment dire, des remarques. Ben, moi, je me retrouve pas mal là-dedans. Après, il y avait un point, j'y reviendrai après, je ne veux pas non plus trop t'interrompre, etc. Mais c'est effectivement sur la notion de curseur d'historicité. Parce que là, tu as cité deux exemples qui sont sur un spectre opposé, même si, à mon avis, on peut jouer à Miles Christi parfaitement histo et on peut jouer à Te Deum pour un massacre en mettant, je crois que dans les règles prévoyaient de la providence ou quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu spécial. Le truc, c'est que c'est quelque chose sur lequel il faut surtout s'entendre tous ensemble avant de jouer. Parce que sinon, ça crée justement de la frustration sur ces attentes en lien avec l'histoire. Ok. Alors, pour moi, je vais rester sur ma définition, mais je vais tourner autour sur des choses qui s'appliquent au jeu de rôle. Pour moi, dans le jeu de rôle historique, il ne faut pas se laisser borner par ce que croient être comment dire, des limites à ce que les personnages peuvent faire et qui vont les imposer aux joueurs. Par exemple, on va jouer dans une période historique dans laquelle on dit les femmes ne faisaient pas ça. Et on va interdire aux joueurs ou aux joueuses de jouer des femmes dans ce cadre. Or, quand on regarde, il y a eu des femmes pilotes au moment où on pensait qu'il n'en existe pas. Il y a des femmes religieuses dans des monastères. Bon, il y a toujours effectivement l'artifice de femmes qui se sont fait passer pour des hommes. Mais quand on voit dans l'histoire, il y a toujours eu des destins particulièrement extraordinaires qui ont fait que telle ou telle situation a pu arriver. Donc, il ne faut pas interdire à des joueurs, à des joueuses de se mettre dans une situation qui est totalement exceptionnelle, mais du moment qu'elle n'est pas impossible, il ne faut pas brider les joueurs, parce que leur but, c'est de jouer dans l'histoire, ce n'est pas de leur dire la société à l'époque ne voulait pas, que les enfants fassent de la musique avant tel âge, ça j'invente. Ben, le type, il dit, je suis un enfant, je suis musicien, point final. Même si il n'y en a qu'un sur 2000 ou un sur 3000. Ça posera peut-être un problème si tous les joueurs veulent faire le même personnage. Oui, j'ajouterais au risque de lancer Samuel ou Sam, pardon, sur un sujet un peu vaste, c'est que l'idée que l'on peut avoir de l'histoire, finalement, c'est quelque chose qui nous a été rapporté par des personnes dont les travaux et les écrits ont été étudiés par d'autres. Et j'ai pu découvrir depuis le peu de temps que je m'y intéresse, que on se rend compte que des affirmations qui étaient formulées il y a 10 ans, et ben, depuis, on a pu se rendre compte que non, la réalité n'était pas forcément comme ça. Étant donné qu'on n'avait pas de caméra vidéo pour vraiment enregistrer tout ce qui se passait, il se peut très bien qu'il y ait eu des choses que l'on pense ne pas être la réalité, enfin qu'on pense qu'ils ne se sont pas produits, mais qui sont quand même produits. Donc c'est un des leviers ou des freins qu'on peut imaginer par rapport au jeu historique. Il faut effectivement assouplir un peu ce que l'on pense faisable et pas faisable, d'autant plus qu'on n'a pas l'absolue assurance que quelque chose ne se produisait pas ou que une femme ne pouvait pas faire telle chose, et pareil pour les enfants. Ouais. Juste par rapport aux caméras vidéo, même l'arbitrage par vidéo au football n'empêche pas les erreurs. Donc, et déjà, là, il y a plusieurs millions de personnes qui regardent, il y a 3 arbitres qui regardent, et déjà, on n'est pas d'accord. Et évidemment, comme d'habitude, dès que quelqu'un a parlé, j'ai perdu. Heureusement que je me suis pris quelques notes, mais ça va être comme ça. Hein, j'ai un peu de TDA, donc dès qu'on m'interrompt, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je crois que j'en étais un peu. Je suis très succinct dans ce que je vais dire, parce que j'ai des trucs qui sont vraiment limites. Donc, je ne sais pas si... Sinon, moi, je vais toujours intervenir sur l'histoire et je vais border un petit peu en disant que dans un jeu de rôle historique, à chaque fois, il faut voir avec les joueurs ce que l'on veut faire, ce que l'on ne peut pas faire et jusqu'à quel point on peut tordre l'histoire.
la question qui va toujours se poser dans un jeu historique, c'est la question de est-ce que mon jeu, qui est dans un jeu historique qui n'est pas une uchronie, va devenir une uchronie. Est-ce que quand je vais faire un événement, le cas typique, c'est je vais dans le passé en SF, donc les uchronies, on tue, comment dire, on tue Napoléon, ou on va inventer, bien avant qu'il y ait la machine à vapeur, on va inventer la machine à vapeur. Est-ce que ça va changer le futur? Donc, est-ce que nous connaissons quelque chose en tant que joueur ou intervenons dans un événement parce qu'on sait qu'il va être important et on le joue en tant que joueur historique? Ça ne va pas changer l'histoire. Et ça, c'est une question qui va se poser à un moment ou à un autre. Dans le jeu que j'ai écrit, a priori, il se passe toujours un grand incendie à Londres en 1666, parce que c'est un événement qui a tué tellement de personnes et tout, ça a enclenché des choses derrière. Après, on peut très bien imaginer que les gens aient interdit 1, 2, 3 incendiaires de le faire. Est-ce que ça empêche qu'un cinquième, un sixième l'ait fait? Non. L'idée à laquelle, par exemple, on pensait avec Sam il y a 2 jours en réfléchissant, si on protège l'archiduc à Sarajevo en 1913, on ne va pas forcément interdire la Première Guerre mondiale. Il va y avoir un autre archiduc ou un autre noble autre part qui va être tué, qui va déclencher de la même façon la Première Guerre mondiale. Donc en fait, à chaque fois, le meneur de jeu et les joueurs vont dire est-ce qu'on peut se permettre de changer des événements historiques? Jusqu'à quel point? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Est-ce qu'on reste toujours dans l'histoire? Est-ce qu'on peut se permettre de changer l'histoire? Voilà, ça c'est un curseur aussi signalé. Si on veut jouer vraiment dans de l'historicité ou dans un contexte historique. En fait, pardon, je me permets juste d'intervenir pour poser un truc qui me semble assez important par rapport qui émerge un peu en filigrane de cette discussion. Dans les années 80, 90, etc., c'était un peu l'époque où il y avait ce qu'on appelait les jeux à univers, ces jeux très riches avec un univers très rempli. Et j'ai l'impression que dans le milieu du jeu de rôle, le jeu de rôle historique incarne un peu l'acmé, l'absolu machin du processus de ces jeux de rôle à univers. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours mis des univers comme si le jeu de rôle historique était un univers, l'histoire était un univers hyper détaillé, hyper fourni, etc., etc. Et du coup, on se focalise sur l'univers et on se focalise plus ou moins sur ce qu'on va jouer dans cet univers. Pour moi, dans les jeux historiques qui existent, pour moi, on va dire, celui qui incarne ça le plus, c'est Te Deum pour un massacre, qui est encyclopédique. La dernière édition, c'était chez Matago, elle est énormissime, c'est deux bibles comme ça. Et en fait, le danger, et ça Pierre le dit, hein, et je pense que c'est important de bien souligner ça, c'est qu'il faut jamais oublier ce qu'on va jouer dans l'histoire. Des pirates, des templiers, etc. Je prends l'exemple de Te Deum pour un massacre, parce que Te Deum pour un massacre est un jeu qui montre bien en fait qu'il n'y a pas vraiment d'axe. En gros, on va jouer pendant les guerres de religion, et c'est à peu près tout. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, en 2021, c'est plus trop possible. Maintenant, on veut des jeux qui soient jouables vite, bien, etc. Il faut toujours un angle d'attaque. Et j'ai l'impression que pendant longtemps, dans les jeux historiques, ça manquait cette notion d'angle d'attaque. Ou alors, c'était un peu implicite parce que c'était lié à la littérature. On va jouer des mousquetaires ou des choses comme ça. Mais en gros, il faut jamais oublier que l'histoire, ce n'est qu'un cadre de jeu dans le jeu de rôle historique. Et ça, il faut vraiment faut jamais oublier ça. Voilà. Pardon, c'était juste ça, je voulais. Oui. Et dans le même genre, ça glisse. Il y a des jeux qui, quand on sort justement et qu'on va dans les jeux qui ont du fantastique ou de la magie, on peut s'appuyer très fortement sur l'histoire. Donc là, je vais donner un exemple personnel qui est Capitaine Vaudou, dans lequel on joue des pirates au XVIIe siècle, mais on a rajouté du vaudou. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité, même s'il y a des gens qui pratiquent du vaudou et qui sont à Haïti, qui y croient, les effets dans le jeu de rôle n'ont rien à voir. Par contre, on a une trame historique du XVIIe siècle qui est très précise. On indique ce qui se passe réellement à tel endroit, de quelle façon c'est passé, quelles sont les religions. Et en fait, on s'est interdit, on se permet de changer des choses à un endroit et on s'interdit d'en changer à un autre. Et là aussi, c'est quelle est la balance ou pas. Je crois que ça dépend vraiment d'abord du créateur du jeu, puis après de ce qu'en fait le meneur de jeu avec les joueurs. Parce que de toute façon, au final, quoi qu'on fasse,
Un jeu de rôle, c'est une proposition d'un créateur, mais c'est toujours après un meneur de jeu et les joueurs qui vont en faire ce qu'ils veulent. Donc, si à un moment quelqu'un veut rajouter dans l'histoire un léger soupçon de magie en disant quand on croit à Dieu, on est quand même moins sensible à la torture, pourquoi pas? On reste quand même dans l'histoire. Si c'est un peu plus puissant, ben, on sort un peu de l'histoire. Et ça, c'est le meneur de jeu qui va pouvoir proposer ça. Les joueurs qui vont dire on préfère rester dans l'historique pur ou pas. Voilà. Mais là, à ce moment-là, on joue plus dans l'histoire, on joue avec l'histoire. D'accord. Si tu es d'accord avec ces définitions-là pour dire, Sam, que les jeux historiques sont des jeux sans composante fantastique, en dehors de, comme l'évoquait Pierre, de force de volonté, de personnages qui ont une foi et une- une solidité d'âme pour être un peu plus euh, serein face à la friction de l'histoire. Ou bien, donc on se le limite là, et les jeux qui se passent dans l'histoire sont des jeux qui prennent donc l'histoire en tant que cadre, mais dans lesquels on peut se donner plus de liberté, comme d'autres jeux qu'on va citer un peu plus tard, qui s'autorisent des souplesses. Ok. Alors écoute, moi, je me retrouve beaucoup dans ce que dit Pierre. Il y a peut-être juste un point sur lequel je serais moins strict, c'est que je sais pas, j'appellerais ça les jeux quasi historiques. Oui, d'accord, pas de problème. Non, mais en gros, je sais pas, pour moi, il y a des jeux qui sont plus du tout dans notre univers, mais qui ont une Ah oui, approche. d'accord. Enfin, il y a des jeux plus historiques que l'histoire. C'est-à-dire que si on se met à jouer à des jeux comme L5K ou dans la Terre du Milieu de Tolkien ou dans Warhammer 40 000, c'est des jeux qui ont écrit qui ont une telle chronologie précise qu'il y a des fans hardcore qui savent reconnaître une image en la voyant, ils savent dire ah bah ça c'était l'événement. Enfin, c'est assez fou parce que ça crée des fonctionnements de pensée qui sont très semblables à ceux. Ça, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur la notion de plaisir en jouant dans l'histoire, mais savoir reconnaître un événement, il y a un aspect de plaisir en fait en jouant à ces jeux. Maintenant, est-ce qu'un jeu historique, c'est quelque chose de lié à la chronologie? Ça, je l'affirmerai pas parce que je le pense pas. Par contre, je pense qu'il y a, dans ce que dit Pierre aussi, et ça, je pense que, enfin, je le reformule peut-être avec mes mots, et c'est de la redite, auquel cas je m'excuse auprès des gens qui nous écoutent, mais je suis un peu bête, puis des fois j'ai besoin de reformuler les trucs. Mais c'est que euh, l'étymologie de l'histoire, c'est que c'est une enquête. Voilà, l'histoire, c'est une enquête pour établir des faits. Mais le jeu de rôle, c'est pas du tout ça. Le jeu de rôle, c'est pas une quête de vérité. Le jeu de rôle, c'est une illusion de vérité. C'est un récit de vérité. En gros, n'est vrai que ce qui est raconté à la table, d'une certaine manière. Et c'est peut-être là-dedans qu'il y a des fois des gens qui se fourvoient. Petite anecdote, j'ai rencontré cette année un rôliste très sympathique qui est chargé de cours à la Sorbonne et c'est un nerd du XIIe siècle, il connaît tout du XIIe siècle, mais il est incapable de jouer historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a de telles attentes de reconstitution qu'en fait, il n'arrive tout simplement pas à jouer. Et moi, je passe mon temps à lui dire qu'il se fourvoie complètement et qu'il devrait toujours mettre le récit, en fait, revenir au récit, mais il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui et en fait, c'est fou. On a eu des discussions assez endiablées, mais il n'arrive pas à sortir de cette posture. Je pense c'est un peu emprisonné là-dedans. Voilà. De nouveau, fin de la parenthèse, excusez-moi. Si vous me le permettez, je voudrais réagir à des choses qui ont été dites. Déjà, Capitaine Vaudou, j'ai découvert par inadvertance l'inspiration du roman sur des mers plus ignorées, qui est absolument formidable et Mm. qui donne envie de se plonger dedans. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un auteur prolifique qui a aussi fait Les Voix d'Anubis, donc une autre façon de découvrir une époque et un lieu. Mais voilà, c'est vraiment très très bien. Et puis Sam, le fait de rappeler que histoire, étymologiquement, c'est lié à enquête, c'est très important parce que euh, il y a un côté en fait de rechercher et de s'intéresser à notre décor. On peut effectivement prendre l'histoire comme simple décor, mais le fait de savoir que on joue dans un décor qui a existé, alors même si c'est partie du passé, bah, ça réveille quand même de l'intérêt de découvrir que, bah, par exemple, je pense qu'en jouant à Captain Voodoo ou à des jeux comme Pavillon Noir, bah, on va apprendre, Mm. on va glaner les informations et de la connaissance, et puis se rendre compte que pendant qu'on joue, on est aussi en train d'apprendre des choses. Et dans l'enquête ou dans le fait d'aller creuser ou de découvrir que telle profession détient tel savoir, on joue, mais en même temps, on s'instruit.
Mm. Je voulais justement intervenir sur ça, parce que ça faisait partie des choses que je voulais dire. Et en fait, pour moi, le but de jouer vraiment purement historique, il y a le côté d'apprendre, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas que le meneur de jeu, hein, tout le monde va devoir se renseigner un peu sur la période. Je ne suis pas persuadé qu'en général, le jeu sert toujours à apprendre quelque chose. Il se trouve que dans le jeu historique, peut-être que les recherches y arrivent. Pour moi, il y a l'attrait aussi pour la période. Hein. Simplement, on trouve la période intéressante, donc on a envie de s'y intéresser, puis d'être un peu là-dedans. Et après, il y a ce que j'appelle se rendre compte. C'est-à-dire qu'entre étudier quelque chose, ou lire quelque chose, ou savoir, ce n'est pas la même chose que être dedans. Et dans le jeu de rôle, on peut arriver à le ressentir. C'est-à-dire, on peut savoir plein de choses sur l'esclavage, on peut lire des choses sur l'esclavage. Bon, si on joue un esclave, je ne dis pas qu'on n'aura jamais le sentiment d'esclave, on ne va pas devoir ce qu'on appelle actuellement de l'appropriation culturelle ou quelque chose comme ça. On n'y arrivera jamais, on n'est pas à cette place-là. Mais on va jouer sur des contraintes, on va jouer sur quelque chose qui arrive d'historique, et on peut légèrement avoir une idée, disons, moins éloignée que la simple lecture. Mm. Enfin, il me semble. Après. Je redéroule parce que là, moi, j'ai un plan ce sont des notes de papier dans tous les sens, comme des post-it. Et c'est des idées. Donc, j'ai ça. Et puis surtout, si je la suis, moi, la conférence, elle dure 15 minutes. Hein. Deux autres choses qu'on peut faire pour rester historique, quelque part en rajoutant du fantastique tout en restant dans l'histoire. Par exemple, je pense qu'il y a une notion qui est assez compliquée à rendre par le meneur de jeu, mais qui peut exister, et ce que j'appelle la coïncidence. C'est-à-dire qu'on peut très bien jouer, à mon avis, dans la Grèce antique ou chez les Romains, en sachant que les dieux existent, tout en faisant qu'en fait, chaque fois qu'il y a une manifestation d'un dieu, qu'il y a quelque chose qui arrive avec un dieu, c'est en fait quelque chose de naturel et qui peut s'être produit, qui peut être une coïncidence, qui n'a pas forcément à être expliquée par le vrai pouvoir magique d'un dieu. Et donc, quelqu'un qui. Et puis en plus, il y a le phénomène on se rappelle toujours ce qui a marché et jamais de ce qui a échoué. Donc, quelqu'un qui prête toujours, comment dire, un dieu pour demander une bonne récolte, il va se rappeler des fois où il y a une bonne récolte après, il ne va pas se rappeler du moment où elle était moyenne. Il se rappellera peut-être de la fois où ça a été atroce, il y a une sécheresse, et là, il va se dire, je n'ai pas forcément prié le dieu comme je devrais, ou peut-être que le dieu m'en veut pour autre chose, mais on peut jouer sur ce côté, je vais dire, plus ou moins fantastique, qui en fait va se rattacher aux coïncidences et en tout cas sur lequel le maître de jeu va pouvoir intervenir sans changer du tout le côté historique. Et je pense que Dragan veut intervenir. Ah. Je ne t'entends pas. Moi non plus. Pardon. Je disais juste par écrit que je n'étais pas inquiet sur le fait qu'on soit trop court parce qu'on va avoir un paquet de questions. J'en ai aussi pour vous et je pense que Bah c'est bien. le public aussi. Eh bien, à ce moment-là, je crois que je vais quasiment terminer. Ouais, je vais terminer par une dernière chose qui est un truc que tout le monde connaît, ce que j'appelle l'histoire secrète. C'est derrière dans laquelle on va garder tous les événements historiques, on va garder l'ensemble du cadre, tout ce qui s'y passe, et en fait, on se dit qu'en dessous de cette histoire, il se passe des choses cachées qui, par exemple, les mages de Sion existent peut-être. Le cas le plus typique, c'est Cthulhu, dans lequel, en fait, on lutte contre des sectateurs, des grands anciens, pour qu'un cheminement n'arrive pas. Mais, et dans lequel, effectivement, il peut y avoir on peut rester aussi dans le non fantastique en se disant il faut que Raspoutine survive, alors qu'en fait, on se voit que normalement, il n'aurait pas dû survivre. S'il ne survit pas, on ne sait pas ce qu'il va y avoir par rapport à la Russie à ce moment-là. Donc, par une façon ou d'une autre, on se rend compte qu'il faut arriver à le faire survivre. Et en fait, il a réellement survécu dans notre réalité. En fait, ce sont nos joueurs qui ont réussi à mettre la situation dedans. Donc, moi, c'est ce que j'appelle l'histoire secrète. C'est-à-dire que les joueurs essayent de réparer ce qui se passe ou d'empêcher qu'il se passe de mauvaises choses. Et je crois que j'ai à peu près tout dit, ou en tout cas, ce sera des choses qui me reviendront au fur et à mesure. Je pense que je vais laisser la parole à Sam et qu'après, effectivement, on peut avoir des questions, les premières.
Le... Bon, moi, j'ai listé un certain nombre de trucs qui peuvent être abordés sous forme de questions aussi entre nous, parce que j'aime bien, je trouverais sympa d'avoir cet échange-là. La première chose que j'aimerais faire, en fait, c'est que le titre même de de notre réunion, je trouverais cool de revenir un peu dessus parce que jouer et écrire des jeux de rôle historiques, moi, la question qui m'apparaît en filigrane et qui justement peut nous animer à avoir des échanges chouettes avec les participants et les participantes, c'est la question, en fait, fondamentale qui est en quoi est-ce que en quoi l'histoire rend les parties de jeux de rôle mémorables ou plus mémorables? En quoi est-ce que ça peut rendre le jeu exaltant, excitant? Et il y a la deuxième question, c'est écrire des jeux historiques. Ça, je pense que ça pourrait aussi être un point intéressant à aborder, c'est est-ce qu'on a des tips? En gros, comment on écrit des jeux historiques? Parce que je pense qu'on en a beaucoup consommé, beaucoup lu, on a beaucoup joué à des jeux historiques. On écrit des jeux qui se passent dans un contexte historique aussi, donc je pense que ça pourrait être chouette aussi, dans un deuxième temps, d'aborder la question de l'écriture. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous lisent et puis qui ont envie d'écrire un jeu de rôle historique. On en a parlé avant, et puis je pense que c'est le truc le plus fondamental, parce que j'ai vu beaucoup de tables, j'ai vécu des tables et j'ai connu aussi beaucoup de tables qui se sont cassées la gueule là-dessus. C'est la question des attentes liées à l'histoire. En gros, la table la plus caricaturale qu'on pourrait avoir, c'est d'un côté, je sais pas, Jean-Michel, bac plus 12, spécialiste de, je sais pas, la Grèce à l'âge du bronze. Et puis d'un autre côté, je sais pas, on a Elisabeth qui bosse dans, je sais pas, qui est électricienne et qui a envie de juste de jouer avec ses copains et puis qui connaît rien à la Grèce antique et encore moins à l'âge du bronze. Comment est-ce que ces deux personnes peuvent jouer ensemble? Et du coup, ça peut être vachement frustrant parce que c'est des tables où tout à coup, je sais pas, le spécialiste va reprendre tout le monde à la moindre utilisation d'un terme incorrect. Et même moi qui suis historien, ça me casse les pieds quand il y a des gens qui se la pètent à faire ça. Donc je pense que c'est important de se mettre d'accord autour d'une table avant de jouer. Et ça, pour moi, c'est une grosse responsabilité du meneur ou de la meneuse. C'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord en disant, voilà, on va jouer à une campagne historique et elle va se passer dans tel contexte. Et ce sera très peu historique, c'est-à-dire que ça va se passer à cette époque, mais il y aura des dieux, des déesses, et puis en gros, vous pouvez changer l'histoire. On s'en fout, vous pouvez sauver la ville de Troie, enfin, je sais rien, je donne des exemples comme ça. Ou alors, au contraire, c'est genre, on va suivre très scrupuleusement les dernières découvertes archéologiques sur l'âge du bronze en Grèce. Et votre but, ça va être d'incarner des personnes qui participent à telle évolution sociétale à ce moment-là. Mais simplement, il faut que toutes les personnes qui s'engagent sur une campagne soient au diapason, parce que sinon, ça crée un déséquilibre qui fout en l'air la table, quoi. Et ça, c'est vraiment très triste. Et je pense que c'est aussi pour ça que les jeux de rôle, en partie, les jeux de rôle historiques ont des fois un peu mauvaise presse, parce qu'il y a souvent un brassage à la table qui fait que les gens ont pas les mêmes attentes et éprouvent pas le même plaisir. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce point-là? Euh, je pense que je vais dire un petit mot et après on va peut-être laisser quand même l'audience parler. Je pense que le jeu de rôle historique, dans moi, ce que je fais pour l'écrire, c'est quand même beaucoup de documentation. Alors, bon, quand je fais Capitaine Vaudou, c'est surtout Jean-Pierre Pécaud qui est historien, qui a fait tout le XVIIe siècle. Mais même dans le Vaudou, c'est-à-dire que, et ce que je ferai dans une période historique, je d'abord beaucoup de documentation et après, savoir ce qu'on garde, ce qu'on évite, parce que comme tu as dit, ce n'est pas la peine d'aller sur l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer contre les archétypes. C'est-à-dire que les Vikings sont tous des barbares et tout. On va peut-être passer sur le fait qu'il y avait pas mal de femmes qui étaient femmes combattantes vikings. Mm. On va peut-être s'intéresser à leur côté commerçant, comment est-ce qu'ils ont été explorateurs plutôt que juste pillards. Donc l'idée, c'est, on ne veut pas non plus changer l'histoire, mais peut-être que moi, un des intérêts, ce serait peut-être de faire découvrir dans l'histoire et par les recherches qu'on a fait en l'écrivant, des choses qui vont montrer des points qui sont quand même historiques, mais qui vont remettre en perspective ce que la culture, la pop culture, la culture générale, mais qui n'a pas été au but, n'a pas essayé, mais comment dire, c'est ancré dans les croyances populaires. Donc moi, l'écriture de l'histoire, c'est à peu près dans ce domaine-là, et je ne vais pas tellement plus loin. Pour répondre à,
Pour Oui, répondre à Samuel sur le sujet de l'appréhension qu'on peut avoir par rapport au jeu, et ça nous renvoie à une autre table ronde qu'on a fait sur le contrat social. Je pense que effectivement la session zéro ou contrat social dans lequel on va se mettre d'accord entre le super pro d'une période ou de l'histoire ou celui qui prétend l'être et les autres joueurs se convenir d'un fonctionnement commun, de se mettre d'accord sur le degré de digression qu'on peut avoir, se mettre d'accord à ce que ce joueur-là qui serait spécialisé ne coupe pas la fiction ou une description ou le jeu de quelqu'un pour venir apporter sa correction historique. Et puis toujours dans cet exemple-là et que tu évoquais tout à l'heure, moi j'ai eu sur une table de trône de fer un joueur historien, passionné d'histoire, qui voulait à tout prix rapporter dans la campagne de Trône de Fer ses propres connaissances et qui donc voulait transformer le jeu et donc il nous balançait sur des conversations des documents de 5, 10, 15 pages qui servaient à prouver qu'il avait raison. Et donc c'était assez terrible. Alors ça peut être c'est une chance, je pense, d'avoir des gens qui connaissent quelque chose et quitte à leur proposer en dehors de la partie d'apporter des précisions complémentaires pour des joueurs et joueuses qui seraient intéressés. Mais effectivement, il faut maintenir une partie qui soit un bon moment de partage pour tout le monde. En fait, encore une fois, c'est la question de la vérité et de l'illusion de la vérité. Dans l'histoire, il y a des faits. Euh, en- dans une partie n'est vrai que ce qui émerge dans le récit. Et ça, en fait, c'est souvent même les historiens eux-mêmes qui sont casse-pieds. Je m'inclus dans le lot, hein. Je fais un travail sur moi, presque une psychanalyse. Mais en gros, n'est vrai que ce qui émerge dans le récit. Parce que au fond, ça, c'est- je veux dire, c'est important d'avoir un monde vaste. Et ça, des fois, même en créant de la fantaisie, c'est cool d'arriver à avoir un monde complexe. Et moi, c'est ça que j'aime dans l'histoire, c'est que ça apporte une complexité qui manque dans beaucoup de jeux, dans la fantaisie, surtout les jeux anglo-saxons. Mais en gros, j'aime bien qu'il y ait de la complexité. Mais pour autant, n'est vrai que ce qui émerge dans le récit. Et, et ça, il faut jamais l'oublier, parce que au fond, quand tu vis une partie, ben, tu vis cette partie, et tu as ce truc magique qui fait que c'est une espèce de truc qui ne vit que l'instant de la partie. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez, que il faut pas chercher une sorte de vérité, quoi. C'est juste le récit, point. Et même dans une partie, dans un cadre historique, et même en jouant histo hardcore, c'est juste ça, la vérité, c'est juste ce qui se passe à la table, quoi. Euh, donc le curseur d'historicité, l'illusion de vérité. En fait, moi, il y a deux trucs que je trouve chouettes dans les jeux de rôle historiques. Et par rapport à la question que je soulevais, c'est en quoi l'histoire, elle peut rendre les parties de jeux de rôle mémorables. Déjà, un, tout simplement, c'est que on peut créer du plaisir par le biais de l'histoire. Pourquoi? Je sais pas, genre, tu fais jouer, je prends l'exemple du jeu La Brigade Chimérique. La Brigade Chimérique, ben, c'est un jeu donc qui se passe, ça se passe dans un univers tiré de bande dessinée. C'est uchronique. Hein, il y a des pouvoirs, il y a du super héroïque. Je sais plus comment ils appelaient ça. Il y avait un super scientifique ou je sais plus quoi. Mais en gros, il y a des super héros au début du XXe siècle et on te fait rencontrer des fois des persos historiques ou des personnages de fiction. Mais le truc, c'est que quand tu joues et que tu rencontres Sissi ou que tu joues, que tu rencontres Napoléon, etc., c'est un plaisir parce que tu as l'impression d'être dans la grande histoire. Ça, c'est le premier plaisir, c'est que tu peux jouer dans l'histoire, tu peux avoir le plaisir aussi de changer l'histoire, vu que ce qui est vrai, c'est ce qui arrive dans le récit, bah, tu peux changer la bataille de Waterloo, tu peux faire que Byzance ne tombe pas aux mains des Turcs, en gros, il y a ce plaisir, l'histoire est un jeu, et donc, quand tu mets le doigt dedans, bim, tu peux détricoter la pelote de laine, quoi. Ça, je pense que c'est un vrai plaisir. Après, au MJ de retomber sur ses pattes, au récit de retomber sur ses pattes, peu importe, mais c'est un plaisir de rencontrer ces figures. Et je suis sûr qu'à part ça, vous avez aussi, vous, des manières. À votre avis, il y a quoi comme manière d'éprouver du plaisir par le biais de l'histoire? y a-t-il quelqu'un? Alors, quand on veut discuter, hein, Dragan, tu peux expliquer le Ouais, principe de la petite en main. bas de l'écran, je ne sais pas sur quel support tu es, si tu as un ordinateur ou autre, mais tu as une case qui s'appelle Conversi qui Hmm. permet de participer au chat. Juste pour rappeler un fonctionnement et pour être tout à fait à l'aise, moi en tant qu'animateur, je passe
mon temps dans le chat. Donc Hmm. s'il y a des commentaires écrits, je les donnerai. Et dans le système, je vous laisserai toujours à vous deux, l'un répondre à l'autre. Et s'il y a un blanc, bah, j'interviens pour aussi apporter un éclairage puisque je co-anime avec vous. Donc Oui. n'ayez aucune inquiétude, Pierre, le public n'est absolument pas Oui, non, mais écarté. ce que je veux dire, c'est que quand on clique sur réaction en bas, il y a un petit truc qui s'appelle lever la main. Oui, mais Là, on dans ton verra tout. cas, ouais, Et mais moi, je alors, trouverais ça plus sympa que les gens puissent parler aussi. Hmm. Plus d'interaction que d'accord. écrire. S'ils ne veulent qu'écrire, c'est très bien. Mais et puis, bah, j'aimerais bien qu'il y ait une ou deux mains qui se lèvent. S'il n'y en a Oui, aucune, il donc n'y en a aucune. en bas de l'écran, dans Réaction, vous avez une main à gauche qui vous permet de lever la main pour qu'on vous donne la parole pour ceux qui voudraient la prendre. Par exemple, là, hop, je lève la main. Bon, en même temps, j'ai pas besoin. Mais hop, je rebaisse la main. Je monte le son, je rebaisse le son. D'accord. Alors, pour répondre à la question de Sam, et puis dès que quelqu'un voudra y répondre à son tour, qui n'hésite pas en vocal s'il le peut, ou sinon par écrit s'il le préfère. Parmi les sources de plaisir de jouer dans des jeux historiques ou dans un environnement historique, c'est le fait de découvrir. En tout cas, c'est ce qui se passe à ma table en dehors des plaisirs classiques. Alors, j'ai pas besoin, je pense, de développer le plaisir du jeu, de la fiction, des rebondissements, de l'histoire, de l'interprétation ou des frictions avec le décor. Mais le plaisir de la découverte, c'est quelque chose qui fonctionne. En tout cas, c'est ce que je vois à la table que j'anime. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé quelque chose que Marion, qu'on a dans le public, a posté sur sa page Facebook. À savoir, je faisais un scénar qui se passait en 1900 durant l'exposition universelle de Paris. Et elle avait partagé une info sur le degré de poussière sur des tapis. Et donc, ça m'a servi pour la description d'une scène. Ça a un peu surpris les joueurs, mais ça a été un élément de décor qui a été transformé. Et du coup, les joueurs ont retenu ça et c'est devenu quelque chose d'un petit peu croustillant euh, et d'intéressant. Donc c'est aussi une des formes de plaisir qu'on a, ou par exemple le plaisir de découvrir un personnage ayant existé, qu'on ne connaît que de nom, mais de pas vraiment savoir qui l'a fait, enfin ce qu'il a fait, qui il était. Et il y a aussi ça. Donc il y a la rencontre des personnes, le fait de découvrir des choses dont on n'avait qu'une connaissance un peu fine. Mhm. Ce plaisir-là, je trouve qu'il est présent. Et puis, bah, comme tu le disais auparavant, le plaisir de modifier l'histoire selon la souplesse que le jeu apporte, à savoir bah, de faire une bataille qui a été perdue devienne une bataille remportée, ça peut être aussi une autre forme de plaisir. Alors je vois que Marion a posé une question que j'ai lue et qui m'intéressait aussi, c'est parler du plaisir qu'il voudrait avoir à jouer l'histoire, mais faire revivre le quotidien. C'est-à-dire, tu dis le quotidien dans l'histoire, c'est-à-dire le quotidien des personnages on va dire du peuple, c'est-à-dire des gens en général, ou le quotidien actuel de notre époque actuelle à nous. C'est-à-dire que ce serait du social en fait aujourd'hui. Donc, je pense que l'un point comme l'autre peut être intéressant, mais d'accord, l'histoire par le bas, l'histoire des mentalités. Ouais. Ok, ça m'a peut-être plus Sorte dit avec moi. de la tranche de vie. Alors ça, on irait plus, à mon avis, parce que bon, il faut préciser peut-être un truc, c'est que là, on parle beaucoup de jeux de rôle tradis. Je connais au niveau des jeux de rôle plus indés liés à l'histoire. Il y a Saga of the Icelanders qui joue beaucoup sur l'implantation de colons. Je pense que via la scène indé ou via des mécaniques issues des jeux indés, on peut aller plus vers quelque chose qui serait lié à de la tranche de vie pour mettre en place des mécanismes. Mais ça peut être super intéressant, hein. Ça donne des angles d'attaque pour des jeux histo où on quitterait un peu les proutes des grandes salles pour aller un peu dans la rue, etc. Et vivre des jeux. Après, est-ce que c'est des jeux avec lesquels on pourrait jouer sur la durée ou pas, peu importe, ça on s'en fiche. Mais en gros, je pense que oui, ça peut être aussi super chouette de faire des jeux qui se passent enfin, dans la scène du GN, ça s'appelle des GN tranches de vie. Et je pense qu'on peut faire ça en jeu de rôle sans problème, quoi. Des jeux de tranches de vie, mais c'est des jeux dans lesquels l'action peut arriver, mais c'est des jeux qui ont plus vocation à retranscrire quelque chose de l'ordre du vécu, du quotidien, comme disait Marion. Et puis ça peut être intéressant. J'ai pas de jeu qui me viennent en tête à part ça. Genre, je sais pas, un bûcheron qui va dans la forêt, enfin, je sais pas. Et à part ça, les exemples pourraient être. En tout cas, là, ça met en marche la boîte à cigares, quoi.
Si, parce que je suis intéressé de savoir si Marion a un petit exemple qui lui viendrait à l'esprit, ça nous permettrait de réfléchir et peut-être de trouver. Parce que, bon, on a beau être co-animateur, nous n'avons pas la science incluse. Et moi, c'est vrai que Non, c'est clair. je suis rôliste depuis très, très longtemps, mais justement, je suis resté coincé dans mon époque. Après, l'autre truc j'avais parlé du plaisir par l'histoire. Je pense que dans les jeux historiques, un autre truc aussi qui est sympa, c'est au-delà du plaisir, il y a aussi le challenge, créer du challenge par l'histoire. Par exemple, le challenge, c'est un des plaisirs qu'on éprouve dans une partie de jeu de rôle, qu'on peut éprouver dans une partie de jeu de rôle, c'est surmonter une épreuve, surmonter une difficulté. Et l'histoire, ça peut aussi être un moteur pour ça, parce que quand on place les joueurs dans une situation réputée compliquée, inextricable, difficile, c'est pas forcément un mystère à résoudre, ça peut être une bataille compliquée, ça peut être un hiver particulièrement rude, ça peut être quelque chose de marquant, sachant qu'on peut mourir d'un rhume, enfin j'en sais rien. Enfin, le truc, c'est que quand il y a un challenge, par le biais de l'histoire, ça met des cadres. C'est un peu l'Oulipo, l'histoire, ça met des cadres. Jouer historique, c'est jouer avec des cadres supplémentaires. Simplement, ces cadres, ils peuvent pousser les joueurs à jouer autrement et à éprouver du plaisir avec ça. L'exemple le plus typique, le jeu de rôle, Pierre en parlait, le jeu de rôle vient du wargame à la base, et il y a beaucoup, les batailles sont très importantes dans le jeu de rôle. C'est souvent dans les parties de jeu de rôle, il y a toujours à un moment donné une bagarre à plus ou moins grande échelle. Et ça, c'est un truc qui, des fois, dans les batailles historiques, il y a justement ce blocage en mode, mais on peut pas changer le cours de l'histoire, ça passerait dans l'Uchronie, etc. Mais dans une bataille, on peut surmonter des challenges tellement différents. Même la question de savoir qui gagne et qui perd, on s'en fout. Il y a tellement de trucs plus intéressants. Aller empêcher tel officier qui est sur une position de pas mourir, transmettre un message, la question d'amener le ravitaillement pour faire ce siège. Enfin, il y a 1 milliard de possibilités autres. Euh, alors qu'on joue avec un cadre un cadre peut-être plus précis que dans Donjons et Dragons, quoi. Et je dis ça sans être dépréciatif. Le truc, c'est que tous ces challenges, je sais pas, ils peuvent être immenses, sachant que voilà, le challenge, le MJ peut dire bon ben voilà, vous avez le rhume, vous êtes en train enfin potentiellement vous pouvez avoir une pneumonie et mourir. Qu'est-ce que vous faites pour vous chauffer aujourd'hui? Puis il y a le gamin qui pleure dans le berceau. Qu'est-ce que vous faites pour empêcher qu'il meure de faim, quoi? Donc le truc, c'est que aujourd'hui, on a des smartphones, on a des ordinateurs, des satellites, etc. Du moment qu'on se met un pas en arrière et qu'on joue à des époques où il n'y a plus tout ça, en fait, tout devient un challenge. Et c'est ça qui est passionnant. Et ça devient d'autant plus passionnant qu'on le lie avec des événements qui ont vraiment existé. Si c'est des événements suffisamment connus et que toute la table a ce référentiel commun, ce qui est important, c'est justement ce référentiel commun. On n'a peut-être pas assez parlé de ça, on pourra peut-être en parler après. C'est important d'avoir un référentiel en commun. Eh ben, c'est une réserve dans laquelle puiser des challenges qui nous sauteraient pas aux yeux. Quand on parlait d'une bataille, on pense tout de suite à qui la gagne, qui la perd, et je vous ai donné quelques exemples de ce qui pourrait rendre une bataille tout à fait mémorable et intéressante en s'en foutant éperdument de qui la gagne et qui la perd. Donc je pense que c'est important de piger l'esprit d'une époque dans laquelle on joue. C'est pas important d'être rigoureusement exact avec tout. De toute manière, on ne peut pas tout simuler et c'est pas ça l'intérêt. C'est important de comprendre l'esprit de l'époque. Quand on joue pendant le siècle des Lumières à telle époque, alors que l'encyclopédie est en train d'être faite, c'est pas la même chose que de jouer sous la Régence au début du XVIIIe. Ce qui est important, c'est de piger l'air du temps et c'est de le retranscrire, quoi. Un des challenges, ça peut être ça. Ça peut être d'arriver à faire piger aux joueurs, de leur donner de la matière à surmonter avec quelque chose, un os à mordre, quoi, un os à ronger. Je vais faire deux remarques qui viennent peut-être, Marion me dira si ça vient par ça. Quand je fais des scénarios, souvent je vais aller piocher un élément dans l'histoire et je vais me servir de cet élément pour créer quelque chose autour de cet élément. Je pense que ça peut être comme un bouquin. Là, sur la 2, il y a eu la série sur Germinal, donc le roman de Zola. Je pense qu'il s'est servi historiquement de ce qui se passait chez les mineurs, de la vie réelle, mais derrière, c'est devenu un roman. Mais c'est un roman, c'est-à-dire que c'est comme une partie de jeu de rôle, si on veut, sur un fond historique. Dans Capitaine Vaudou, à un moment, je me disais, les gens, il y a quand même la grande histoire des pirates. Comment dire, ils attaquent un galion, ils ont de l'or, ils reviennent en ville, ils se
ils se saoulent, ils vont voir les prostituées. Je me dis, OK, mais les prostituées, combien il y en avait, comment elles sont venues? Je me renseigne sur l'histoire et là, je découvre que, en fait, elles ont été déportées depuis l'Angleterre et depuis la France. Dans un cas, elles étaient juste foutues dans un bateau, elles revenaient, c'était les Anglaises. Les Françaises, on les mettait d'abord dans un couvent, on essayait de les faire revenir dans le droit chemin et de les mettre dans la religion. Et si elles ne réussissaient pas, qu'elles étaient perdues, on les envoyait aux colonies. Et en fait, j'ai fait des maisons de passe différentes à Port-Royal, des histoires qui se passaient avec elles de façon différente en fonction de l'endroit où elles venaient et de la façon dont elles rencontraient les gens. Et autour de ça, j'ai fait un scénario qui s'est servi de ces deux maisons de passe. Je n'avais pas besoin de faire, c'est-à-dire que j'ai été rechercher des événements historiques qui sont, comment dire, qui sont répertoriés, qui sont vraiment très cadré, et à partir de ça, je prends l'histoire et je la modifie pour en faire, ou j'en prends une partie pour en faire un jeu de rôle qui est autour. Mm. Il y a aussi une difficulté à part ça, en entendant ce que tu dis, puis en lisant une des remarques qui vient d'être mise dans le chat. Le truc, c'est que souvent, il peut y avoir aussi une tension entre la macro-histoire et la micro-histoire. Souvent, euh, beaucoup de MJ ont peur de modifier les événements et donc on va se focaliser à un échelon plus petit. Je prends l'exemple des croisades parce que je connais bien la période et puis que je suis en train d'écrire un jeu qui se passe là-dedans, mais c'est rare qu'on fasse jouer à l'échelon du royaume, du roi, etc. parce que c'est des décisions qui, entre guillemets, sont préétablies. En gros, c'est la chronologie telle qu'on la connaît et c'est rare que des gens assument d'aller là-dedans et puis de changer les événements. Mais c'est une possibilité qui existe, qui est sur la table, et puis on peut y prendre du plaisir, et ça peut faire une campagne mémorable. Et à l'autre opposé du spectre, il y a la micro-histoire. La micro-histoire, c'est jouer à un échelon inférieur. C'est pas jouer au niveau du roi, c'est de jouer au niveau du peuple, au niveau des petits nobles, machin, dans des seigneuries qu'on peut inventer. On estime souvent c'est une facilité ou c'est un choix que font beaucoup de MJ ou de tables de manière générale. C'est de jouer à un échelon inférieur pour avoir plus de liberté dans la création. Et à l'inverse, il y a un reproche qui peut être fait à cette approche, c'est que les gens disent ouais, justement, nos décisions n'ont pas d'impact, etc., etc. Et j'ai un livre. En fait, moi, je suis très fan de micro-histoire parce que je pense que justement, c'est un moyen. C'est comment insérer des petites histoires dans la grande histoire. Et à mon avis, les deux ne s'excluent pas. Il faut pas les mettre en opposition, micro et macro. Et il y a un livre dont je mettrai les références après parce que c'est Maclac 2021. C'est un coup de poing dans le bide, ce livre. C'est un livre d'histoire écrit par Jérémy Foa qui s'appelle Tous ceux qui tombent. C'est un livre qui est consacré à la Saint-Barthélemy. C'est ce que j'aurais voulu que Tédéum pour un massacre soit, en fait. En gros, c'est un livre assez fou sur la Saint-Barthélemy où, en fait, il fait une enquête ultra précise et il va retrouver des destins de la Saint-Barthélemy, des victimes ou des bourreaux. Et il va les inscrire dans la grande histoire. Et ça, en fait, c'est, à mon avis, une possibilité juste géniale pour une campagne historique. C'est, en fait, linker, quand on arrive à vivre une campagne hyper centrée sur les personnages, parce que c'est un moyen de jouer historique de centrer que sur les personnages, je dis les personnages joueurs, hein, pas les protagonistes de l'histoire. On centre sur les personnages, donc on peut faire quelque chose dans un cadre historique qui est très centré sur les personnages, et tout à coup d'arriver à lier ça à la grande histoire ou à l'histoire telle qu'on la connaît, telle que beaucoup la connaissent, ça pour moi c'est un kiff monumental, et je pense que ça peut être un très chouette moyen de justement réconcilier macro et micro BIM, et ça fait quelque chose aussi qui permet d'éprouver du plaisir. Et on passe d'enjeux de micro-histoire à d'enjeux triviaux, quotidiens, de survie, de peu importe, en gros, de sujets de tous les jours. On peut passer à des enjeux qui sont beaucoup plus élevés. Et ça fait des bascules qui aussi, en termes narratifs, sont vachement chouettes. Voilà. Ce que tu dis me renvoie à une phrase qui était souvent dans la série des Tudors, qui était dans le générique de Je crois, qui disait que pour comprendre l'histoire, il fallait, on en connaissait la fin, mais il fallait en connaître le début. Et c'est vrai que s'intéresser à une période historique, passer un peu de temps dedans, à travers le jeu, comprendre les mentalités comme ça a été évoqué par Marion, ou en tout cas un peu la vie de tous les jours, fait qu'on on comprend un peu plus facilement des choses à notre époque, au niveau des attitudes ou de la vie de tous les jours. Mm. Elle a mis une question qui est intéressante, Marion. Elle a mis, mais les jeux tradis ne sont-ils pas principalement figés dans la macro-histoire, dans leurs enjeux scénaristiquement, justement?
Ben oui, oui et non. J'ai des exemples, par exemple, à Miles Christie, qui vont pas dans le sens de cette question, où justement c'est toujours lié à des enjeux assez petits ou assez périphériques pour pas modifier l'histoire, justement. TDM, au final, tu te retrouvais à toujours jouer dans des trucs un peu périphériques. Par contre, il y a toujours cette volonté de suivre la trame, quoi, d'être dans les clous, et des fois d'être trop dans les clous, et puis de trop suivre l'histoire. C'est-à-dire de trop suivre les événements, et c'est-à-dire de suivre je sais pas, le cadre, de trop se figer sur l'univers et puis plus assez sur les personnages. Ça, c'est un reproche que moi, je peux faire à beaucoup de jeux historiques, c'est qu'en fait, il faut pas oublier qu'on joue aussi des personnages. On joue pas que des personnages dans un univers, on joue des vrais personnages. Et puis ça, quand même dans un jeu historique, tu arrives à faire du jeu qui est centré sur les personnages, c'est chouette aussi et tu peux aussi éprouver beaucoup de plaisir. Ouais. Quand j'ai fait mes petites recherches sur les différents jeux qui existent, je suis tombé sur un jeu tradi qui s'appelle Tekuma Gulch, qui permet de… En fait, c'est centré autour d'une ville du Far West totalement mythique et qui reprend exactement ce qu'est une ville typique de cette époque-là. Et donc, en fait, on joue tout à fait le quotidien de tout ce que vivent les habitants de cette ville. Simplement, elle est hors, comment dire, elle est hors des grandes histoires, de tout ce qui se passe. Donc, elle est vraiment elle est quand même aux États-Unis, tout se passe tel qu'il est, mais on sait qu'on va jouer juste la vie quotidienne, les événements, Mm. ce qui se passe. Alors, pas que l'agriculture, il peut y avoir quand même toujours, je ne sais pas moi, des attaques de diligence, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, mais on a fait, comment dire, on a pris un petit bout de l'histoire et on l'a mis dans une espèce de boule de neige quelque part et on joue ce qui est à l'intérieur de boule de neige. Ce qui permet quand même de jouer tout le quotidien, tout ce qui est la sociologie de l'époque, mais là, on est borné. En fait, c'est quoi déjà ce film-là avec Jim Carrey qui est coincé dans les années Truman, 50 dans une… Hein. tu dis quoi, le Truman Show? Oui, voilà, The Truman Show. On peut faire du Truman Show. On peut faire une reconstitution historique totale en sachant qu'on est dans une espèce de bulle qui n'est pas dans l'histoire, dans la grande histoire, mais qui permet de jouer tous les événements de la vie quotidienne. Ouais, en créant ce sentiment de liberté, etc. En fait, à part ça, dans un genre alors, qui est pas du tout historique parce qu'il y a des démons, etc. Mais quand Emmanuel Garbi, là, il avait écrit Hollywood, ça reprend tous les carcans du film noir, etc. Mais il n'a pas fait ça à Los Angeles, à New York, à la Nouvelle-Orléans. Il a créé sa ville fantastique pour Hollywood parce que ça permet, que ce soit la ville de Hollywood ou la ville de Tecuma Gulch, en fait, c'est des monstres de Frankenstein. Tu mets tout ce qui te plaît dans cette époque, puis bim, tu le fous dans ta ville. Et du coup, les joueurs ont aussi une sensation de liberté plus grande parce que tous tes horizons sont ouverts, quoi. Mais je rebondis encore vraiment parce que j'ai vu ça passer de nouveau dans les commentaires. Pour moi, l'histoire, c'est ce carcan de l'histoire dont je parlais avant, c'est pas que quelque chose de pesant, c'est aussi un moteur de créativité. Les cadres, c'est aussi une stimulation. Tous les réalisateurs de films de série B seront d'accord. Le manque de moyens ou les cadres que ça impose, ça stimule l'imagination. Et pour moi, le cadre historique, justement, il peut aussi tellement emmener loin les gens dans une volonté de vivre des aventures, quoi. Et Tekuma Gulch est un très bon jeu, voilà. Minute pub. Voilà. Une des remarques, donc, Marion, le cadre historique. Non, non, attends, c'est voilà, le jeu de rôle venant du wargame. Est-ce qu'il n'y a pas de jeu historique sans violence? Ben, en fait, c'est la question qui se dit quand on joue à d'autres jeux. Est-ce qu'il n'y a pas de d'autres jeux de rôle comment dire, sans fantastique? Il y a plein de gens qui arrivent difficilement à jouer des jeux qui n'aient pas de caractère fantastique. Je pense qu'on peut très bien jouer de l'historique sans violence. Il suffit de trouver une période historique sans violence. Malheureusement, je ne suis pas persuadé qu'il y ait des zones historiques sans violence. Je pense qu'il doit y avoir à un moment je ne suis pas vraiment prof d'histoire, mais des zones dans lesquelles il n'y a pas eu d'envahissement, il n'y a pas eu de grands problèmes. Il y aura toujours, à mon avis, de la violence au niveau domestique, d'une façon ou d'une autre, mais c'est difficile quand nous, on joue dans des périodes historiques qu'on connaît. Souvent, on les a connues parce qu'il y a eu des batailles, mais au minimum de la domination, de la colonisation d'un côté à l'autre. Donc, des périodes historiques dans lesquelles il ne s'est rien passé entre des régions ou rien passé entre des États, ça va être plus difficile à trouver.
Et là, ça vient, à mon avis, plutôt de l'histoire que la volonté d'en avoir ou pas. Après, qu'est-ce qu'on entend par violence? Violence physique, voilà, la guerre, les batailles, etc. Parce que bon, d'une certaine manière, tout est violence hein, dans les rapports sociaux. Enfin, il y a toujours des rapports de force, machin. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'histoire, elle permet c'est intéressant parce que ça pourrait aussi mettre en valeur. Il y a ce que j'aimais beaucoup, ben, j'en parlais de Miles Christie. Moi, ce que j'aime énormément dans ce jeu par rapport à d'autres jeux, c'est il fait jouer les tourments intérieurs, les dilemmes intérieurs que ça peut créer. Et je trouverais hyper bien dans un jeu historique de faire jouer des personnages qui sont très rigoureusement pacifistes. Et parce que ça permet, moi j'adore l'idée que il faut trouver des moyens de résoudre la violence par d'autres biais que la violence, parce que il y a quand même cet aspect très challenge, Donjons et Dragons, on tape sur la menace et on la défait, alors que ça peut être génial justement de, de trouver des solutions. Il y a cet exemple des enfants qui jouent à, je sais plus, c'était un rôliste une fois sur Facebook qui racontait qu'il avait fait jouer sa gamine très très jeune, elle devait avoir, je sais pas, moins de 4 5 ans, je crois. Puis il avait fait jouer, puis il met des loups. Et puis, en gros, des rôlistes lambda, ils auraient tapé les loups, quoi. Maintenant, la gamine, elle leur fait des bisous, elle les soigne. Et c'est génial, ça. Et il n'y a pas de fatalité de la violence, par contre. Et je trouve que c'est cool je trouverais génial dans un jeu historique, encore plus dans un contexte tendu, de faire jouer des personnages qui sont très rigoureusement pacifistes, de manière à résoudre les difficultés, différemment que par des baffes. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions. C'est bien ça. J'avais peur qu'il n'y en ait pas. Parce que je regarde moi, je suis arrivé au bout de ce que j'avais à dire. Attends, alors moi je regarde encore. Ah oui, parce qu'à part ça, il y a une deuxième question, parce que mais on peut y venir après, je sais pas, parce que Dragan, tu as peut-être aussi des questions, mais il y avait, parce que la table ronde, elle a été enfin, elle a été judicieusement intitulée Jouer et écrire des jeux de rôle historiques. Je pense que ça pourrait être aussi cool d'aborder l'aspect écriture des jeux historiques. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des... Je pense que ça pourrait être assez sympa, parce que tu parlais de la manière dont tu avais écrit avec ton co-auteur Capitaine Vaudou. Et puis je trouve que ça pourrait être sympa de voir justement est-ce qu'il y a des démarches, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mieux faire, moins bien faire, enfin, des choses qu'on pourrait changer, tu vois, je sais pas. Comme Euh, je n'écris qu'un jeu, après j'ai travaillé sur d'autres, j'ai pas vraiment d'idée. Un autre jeu sur lequel j'ai écrit, c'était Machinations extraordinaires et enfin, Aventure extraordinaire, Machinations infernales, qui est au temps de Jules Verne. Mais là, c'est pareil, ce sont des recherches historiques ou sociales et mhm, on va indiquer, comment dire, euh, ce qui est intéressant pour les joueurs qui vont jouer dans l'histoire. Mais j'ai pas de conseil autre que faites votre recherche par rapport à ce qui vous intéresse. Faites-en même en périphérie pour ne pas oublier des choses. Et après, ne pas oublier non plus, par contre, de retirer tout ce qui n'a pas d'intérêt. Parce que si vous ne le retirez pas, les joueurs risquent d'aller par là-bas, ne pas avoir de référence, et à ce moment-là, ils vont sortir de l'histoire. Après, si vous pensez que sortir de l'histoire n'est aucun problème, bah, restez sur ce que vous avez trouvé, sur ce que vous avez fait. Mais dans le jeu historique, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire autrement que de mhm. faire de la recherche, quoi. Alors, bah, c'est clair qu'il faut, je pense, pour écrire un truc, il faut il faut quand même la connaître. Il n'y a pas besoin, par contre, à part ça, il y a pas besoin d'être historien pour écrire du jeu de rôle historique. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais il faut quand même un peu connaître je pense, des lignes de force, quoi, l'esprit de l'époque dont je parlais avant. Cela dit, euh, je sais plus, j'avais eu une fois une discussion qui était aussi assez chouette avec des gens, parce que j'aimerais, et ça c'est un peu, je voulais le faire cette année, et puis Vraie Vie RPG a fait que j'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien développer une formule des jeux que j'appelle les jeux apéristo, c'est-à-dire des jeux très simples, légers, avec une proposition super précise, euh, et puis qui permettent de pas se taper un contexte de 3600 pages. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens que ça a surpris, qui disaient, mais moi, si je veux jouer à un jeu historique, j'ai besoin de tout savoir sur la période. Et ça, je pense que peut-être que c'est bien pour des gens de tout savoir parce que ça leur, surtout quand on est MJ dans un jeu tradi, ça tranquillise, ça permet d'avoir le sentiment de pouvoir improviser, rebondir, de pas être pris au dépourvu.
Mais je pense que c'est un perso, je pense qu'il y a d'autres manières de faire et je pense qu'une partie de jeu de rôle historique, avant d'être une partie historique, c'est une partie de jeu de rôle et que dans une partie de jeu de rôle, il faut savoir qu'est-ce qu'on joue. Et ça, je pense que c'est important dans un jeu de rôle historique, c'est d'avoir une proposition de jeu, un axe de jeu fort, parce que sinon on se perd dans la période et ça donne un Tédéum pour un massacre. C'est un jeu que j'adore, j'ai joué comme un fou à Tédéum, mais c'est un jeu dans lequel on peut être impressionné et intimidé par la période parce qu'il est très vaste. Donc, il faut avoir une proposition de jeu forte. Ça aide à vraiment, et ça me permet de rebondir sur ce que dit Pierre, parce qu'avec une proposition forte, on va pas perdre de temps à s'intéresser aux éléments non pertinents par rapport à ce qu'on veut jouer. Et ça permet de ne pas être trop impressionné par la masse de volume que peuvent représenter des recherches historiques, quoi. Donc on a tout à gagner à avoir un axe fort. Et puis au niveau de la forme, je pense qu'il y a aussi est-ce que le jeu de rôle gagnerait pas de temps en temps à être un petit peu moins littéraire? C'est bien d'être littéraire, mais c'est quand même fait pour être joué. Je me demande si des fois des bullet points, enfin je sais pas, ça, j'aimerais bien mener une fois une réflexion sur les formes que peuvent prendre la rédaction de contexte, là, pas forcément de scénario, mais de contexte, explorer des formes qui soient plus facilement assimilables par des gens, je sais pas, des gens qui ont des TADA, des gens qui ont des problèmes de dyslexie ou des gens que ça saoule ou qui n'ont pas le temps de mettre en place des procédures ou des éléments simples euh, pour rendre la transmission d'éléments historiques dans un jeu historique plus aisée. Voilà. Ça, c'était un peu la dernière réflexion que je m'étais faite. Pierre a été très rigoureux. Moi, j'ai fait mon ordre du jour à l'arrache sur un post-it juste avant, mais disons que Non, voilà, j'ai pas d'autres choses. Je pense que ça pourrait être chouette de réfléchir là-dessus. non, non, je t'ai dit, hein, moi c'était voilà, c'est 4 pages comme ça, tout petit. Et encore, j'ai dû me redire une ou deux fois. Oui, il y a une espèce. Alors, il y a un pavé question de Monsieur Ah oui, Capitol, je suis en train de le lire. donc il faut nous donner le temps de le lire. Ouais. En Salut, anglais, en Capitaine anglais, on Meeple. dit TLDR, Too long, Hmm. didn't read. C'est trop long, c'est trop long, je l'ai pas lu. Non, mais on est en train de le lire, Oui. Capitaine Meeple. Oh non, mais c'était une plaisanterie, on le lit. Euh, Bah en fait, je vais faire une réponse de Normand ou de rabbin juif, enfin Alors, de ceux excuse-moi, ouais. excuse-moi Samuel, il faudrait peut-être concentrer la question qui est posée pour que ceux qui ne lisent pas le chat puissent Ouais. comprendre, parce que le chat n'apparaîtra pas sur la version enregistrée. Ah ben, welcome Dragan. Est-ce que tu fais la synthèse? Alors, moi, je ne l'ai pas lu encore. Si tu peux faire la synthèse, j'en suis désolé, j'ai besoin de ton aide là-dessus. D'accord. Je Bon, vais en profiter pendant ce temps-là de demander à Torquemada de, comment dire, de repréciser une des questions qu'il a posées juste avant. Ah bah oui, on peut prendre le micro. De toute façon, tu mets ta petite main en l'air. Et c'était juste avant ce qu'il avait écrit. Voilà, devait-on respecter les canons de l'histoire dans les GDR Histo? Parce que je pense que tu es arrivé un peu après. Je pense que c'est ce qui a été expliqué plus ou moins dans tout le début de la conférence. donc si j'ai bien compris, à part ça, je ne veux pas dire de bêtises parce que je suis le roi pour mal comprendre les choses, donc je vais relire. En gros, on a quelqu'un dans le chat qui nous demande, qui nous fait part d'une idée qui pourrait être intéressante. C'est que il voudrait choisir une ville, prendre comme cadre d'un scénario une ville dans laquelle les PJ vivraient une aventure, mais une ville qu'ils auraient vraiment visitée et pour ancrer l'aventure dans un lieu que tout le monde, j'imagine, comme ça, tout le monde s'est formé sa bibliothèque mentale sur ce lieu en voyant les monuments, en arpentant les rues, etc. Et que le scénario en question serait
co-rédigé, ou en tout cas co-rédigé par un historien ou une historienne pour aider à la vraisemblance. Là, je j'ai pas vraiment d'idée, j'ai pas vraiment d'avis, puisque ça peut être un truc génial. Faut pas que ce soit quelque chose qui vous mette la pression, quoi. Ça peut être cool dans le sens où un historien ou une historienne, des fois, ce qui est chouette, mais plus que les historiens ou les historiennes, c'est les anecdotes. Quand on fait un truc sur une ville ou un lieu, il faut trouver des anecdotes sympas qui s'y sont passées, puis broder là autour. Ça peut être cool parce que les historiens, c'est un peu des moulins à paroles, vous vous en rendez compte. Et puis, mais c'est chouette parce que c'est aussi des réservoirs à anecdotes. Pierre, je sais pas si t'as Oui, quelque chose oui, à dire. sans doute. Après, le problème, c'est que si tu veux faire des trucs historiques dans une ville que tu as vue au niveau normal, c'est-à-dire que j'explique, si par exemple tu vas visiter Carthage et que tu vois Carthage en 800, les trucs ont tellement changé que, à part trois ou quatre pierres, ça n'a plus aucun rapport, quoi. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question sur pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce que ça t'apporterait, et si mais perso, ça me ferait triper de jouer une partie comme ça. Mais simplement, il faut que ça apporte une plus-value autre que simplement dire approuvé par un historien ou une historienne, quoi. Ça aurait pas vraiment de sens. Par contre, si ça peut, en gros, enfin, ça peut proposer une espèce d'expérience un peu plus large. Mais ça, après, c'est à vous de le voir, mais faut pas que ça vous foute la pression et puis faut que ça vous éclate de le faire, quoi. Pardon, je parlais à Capitaine Meeple. Moi, je crois que telle pierre, je suis arrivé au bout j'ai séché mon plan, j'ai plus rien à en extraire, donc si jamais maintenant on peut avoir une discussion avec les gens, les questions, ou si Dragan, toi-même, t'as des questions, ou Tout à fait, posons-nous des questions. ouais, j'ai des questions pour vous. Alors, bah, l'un et l'autre, alors on a compris, Sam, que tu étais historien, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un jeu ou des jeux ou des scénarios qui sont liés à l'histoire? Je peux répondre assez vite parce qu'en fait, la seule chose qui m'a donné envie, c'est que j'ai joué principalement à Capitaine Vaudou avec Jean-Pierre Pécaud, qui est un historien. Et en fait, tous les scénarios qu'on a joués, donc on a joué assez longtemps sur pas mal de scénarios, et à chaque fois, il est parti d'un point de l'histoire qui existait. C'est-à-dire que tous les scénarios, alors ceux qui sont publiés, il y en a peut-être, dans ceux qu'on a publiés dans notre jeu, ils ne sont pas tous, mais tous ceux qu'on a joués avec un prof d'histoire, il s'est toujours dit, tiens, il y a une anecdote ici, toi, il y a un événement historique important. Il s'est dit, je vais faire un scénario autour, ou qui va l'utiliser. Et tout. Et je me suis dit, tiens, c'est super sympa d'utiliser la matière de l'histoire. Et en plus de mettre des joueurs qui vont au minimum avoir le sentiment qu'ils sont dans un cadre historique. Parce que même si on joue, par exemple, je pense qu'on peut sortir du cadre historique. Actuellement, j'avais fait un scénario dans lequel je me suis dit, ah, ils ont envie d'aller, j'aimerais bien qu'ils aillent chercher du cacao pour monter une ligne de production jusqu'en Europe. Je me suis dit, tiens, c'est sympa. Il y a un moment. Je me rends compte qu'en fait, ça n'est arrivé qu'en 1700 et pas en 1650. Bon, puis je me dis, bah, c'est pas grave, ce sera en 1650 quand même. Mais par contre, j'ai fait toutes les recherches sur quelle est la ligne de montée du cacao, à quel point c'était dans le Venezuela, quand est-ce que c'était au Mexique. Donc, j'ai fait des recherches pas mal sur l'économie en Europe, sur la façon dont c'est arrivé. J'ai écrit mon scénario et après, je me suis dit quelle partie historique je garde, quelle partie est rigoureuse et quelle partie, bah, dans la partie dont je me dis bah, c'est pas très important, on ne va pas s'en occuper. S'ils me font la remarque, je dis bah, tant pis, j'assume, ce n'est pas purement 100% historique. T'as bien raison. Oui, et puis alors, m'étant lancé moi aussi dans un jeu histo, je me suis mis dedans parce que quand je me suis intéressé à ce qui s'était passé dans notre monde et avoir des petits détails, des personnages vraiment incroyables, je me suis rendu compte que notre monde n'avait absolument rien à envier aux univers de fiction et qu'il s'est passé des choses incroyables, qu'il y a eu des personnes absolument fantastiques, d'un courage inouï et qui méritaient d'être des héros comme les héros des fictions. Donc on peut tout à fait trouver de l'aventure, de l'évasion ou une certaine forme de côté exceptionnel dans des histoires. Alors c'est tout à fait intéressant, on l'a vu un peu plus tôt, d'aborder le quotidien. Alors je pense pas qu'on puisse faire 8 heures de jeu sur
la vie d'une ferme au XVIe siècle. Mais néanmoins, voilà, il y a des moments Ah, d'histoire. quoique. Ouais, c'est faisable. Après, bah, si c'est OK pour tout le monde dans le contrat social, allons-y. Et on peut même faire ça en GN, etc., même plus longtemps. Mais voilà, c'est ce qui m'a motivé de me rendre compte qu'il y avait des trucs très intéressants à explorer et à aller voir. Alors évidemment, si le public a des questions, vous êtes les bienvenus et attendus. Pierre vous sollicite régulièrement Ouais, et je ouais. l'en remercie. Un jeu auquel je joue en ce moment, c'est Hurlement, dans lequel on joue dans un ménage qui est très historique, mais par contre, on joue des personnages qui sont des change-formes. Et ben sur 5-6 séances, il y a bien un moment, toujours une séance dans laquelle on n'utilise pas du tout le côté fantastique du truc. En ce moment, on est en train de monter un commerce de tissus entre Gênes et Toulouse et Bordeaux. Et on est en train de négocier avec les marchands génois. Et on ne sait pas comment est-ce qu'on va passer, quelle est la monnaie d'échange, et des choses comme ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, bah, la caravane, c'était bien, mais on pouvait faire autre chose. Donc, on reste dans le cadre historique, on fait ça, puis de temps en temps, et puis, parce qu'on est quand même dans l'hurlement, à un moment, on revient dans le jeu, on revient dans le fantastique. Mais on a fait des pauses parce que le scénario voulait ça, ou simplement, vous savez, c'est comme les joueurs qui disent au meneur de jeu, oui, oui, c'est très bien ton truc, mais là, on a vraiment envie de monter notre commerce. Donc, le scénario, comment dire, le roi qui a été tué mystérieusement, bah, soit on s'en occupe pas, soit on s'en occupera plus tard. De toute façon, il est mort. Voilà. Donc là, ce sont les joueurs même qui poussent le curseur de à quel moment est-ce qu'on veut jouer historique ou pas. Puis, bon, c'est un jeu qui peut l'autoriser. Alors, une remarque que j'aurais par rapport au jeu de rôle qui se passerait dans un décor historique, c'est que ça peut nous donner l'avantage d'un référentiel commun. C'est-à-dire qu'on pourrait assez rapidement jouer dans un univers western ou autre avec une idée globale de comment ça se passe ou quels sont les éléments de décor. Voilà, un saloon, un Far West, la voie de chemin de fer classique du transcontinental aux États-Unis, et on peut se projeter. À l'inverse, dans un univers de fantasy, il faut quand même prendre un petit peu de temps pour expliquer le cadre, les décors, les races, les pouvoirs, éventuellement la cosmogonie. Donc, le jeu historique peut paraître compliqué ou difficile à approcher, mais en fait, il permet rapidement de rentrer dedans, sauf sur des éléments d'histoire qui sont peu connus, mais des jeux comme Imperator qui se passe à l'époque romaine, on va se figurer suffisamment de choses à travers les fictions, les séries ou les films. Donc, on a des visuels alors, qui ne sont pas forcément exacts, et on a vu tout à l'heure que l'exactitude historique était très relative, mais les jeux historiques permettent ça et c'est plutôt cool. Alors, il me semble, Sam, que tu avais envisagé ou anticipé une liste exhaustive de jeux qui se passent dans l'histoire. Alors, Ah, juste, je vais intervenir. Pierre Bien avait fait sûr. une liste. Oui, en fait, non, j'ai pas une liste, mais vous pouvez aller sur le GROG. Et là, il y a un moyen de les classer. Il y avait historique. Et quand vous regardez dans les jeux historiques, de temps en temps, il y a marqué historique fantastique. Donc, et puis après, il suffit de lire un peu la description, parfois la critique. Et j'avais commencé à faire cette liste-là, et puis je me suis dit qu'il fallait tout écrire et rédiger. Et je me suis gardé quelques idées. Par exemple, c'est comme ça que je me suis aux armes citoyens. Après, il y a plein de jeux qui n'existent plus, qui ne sont pas disponibles. Aux armes citoyens qui se passe sous la Révolution française est totalement historique et non fantastique. À quel point il est juste dans l'histoire, ça, c'est pas sûr. Avant Charlemagne, euh, a une partie historique, mais il y a quand même toute une partie de magique. Donc, il ne l'est pas. Effectivement, Téléoum est classé comme, pour un massacre, est classé comme partie vraiment historique. Donc, tous ces jeux-là, après, il y a un degré plus ou moins fort d'histoire, un degré plus ou moins fort de fantastique. Mais le GROG, vous avez le guide du rôliste, galactique, vous pouvez vraiment aller dessus et faire des recherches dans sa base de données si vous cherchez. C'est là que je me suis rendu compte que les Américains aimaient vraiment les batailles, puisqu'il y a les commandos pendant le débarquement de Normandie, il y a les commandos pendant la bataille du Vietnam, il y a les commandos pendant la guerre contre le Japon.
Donc, alors peut-être qu'ils sont très militaires, qu'ils aiment ça, que ça vient du wargame. Peut-être que ce qui les intéresse, c'est juste le moment où leurs militaires sont impactés. Mais bon, il y a plein d'autres choses. Mm. Mais je crois que c'était, comment il s'appelle? Grégory Pogorzelski, celui qui avait traduit, le gars qui a traduit Apocalypse World. Une fois, il avait parlé d'un truc qui était cool en matière de jeu de rôle historique. Ce qu'il avait mis qu'un truc qui le ferait triper, mais pareil, c'était une discussion d'il y a, je pense, plusieurs années. Il avait mis qu'en matière de jeu historique, un truc qui le ferait complètement triper, c'est de jouer les disciples de Jésus juste après que Jésus ait disparu, quoi. Genre, il s'est fait crucifier, bim, 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 puis il a disparu. Et je pense que les sujets liés à l'histoire ne sont pas toujours, parce que là, de nouveau, tu reparles des batailles, etc. Et en fait, je pense que cette tradition, ça rejoint ce que disait Marion tout à l'heure. En fait, ces sujets liés à la grande histoire, euh, ils mettent jamais en avant la dimension psychologique. Et ce qui est marrant, parce que c'est la dimension psychologique des personnages. Et ce qui est amusant, c'est que en sciences historiques, c'est aussi quelque chose qui est complètement évacué de la recherche historique, la psychologie, parce que par définition, on peut pas savoir ce qu'il y avait dans la tête des gens à l'époque. Et moi, en tant que joueur, c'est pratiquement ce que je préfère dans les parties de jeux de rôle, c'est quand on met une dimension psychologique aux personnages, parce que ça leur donne une épaisseur qui est vachement chouette. Euh, Même un alignement à la Donjons et Dragons, hein, c'est une dimension psychologique d'une certaine manière. Mais ça, je trouve que c'est toujours cool quand dans une partie, t'as du dilemme, t'as de la difficulté de choisir, t'as des démons intérieurs. Enfin, ça, je trouve que c'est toujours très, très chouette et que ça rajoute une belle couche narrative, justement, et qui permet de plus se centrer sur les personnages et moins sur tous ces grands événements sur lesquels on a finalement peu de prise, mais qui sont des événements chouettes, hein. Ouais. Je viens de penser à quelque chose qu'on pourrait faire, par exemple, tous les voyages de Marco Polo. On pourrait très bien se servir de cette trame-là, de tout ce qui est arrivé, Ah, soit pour jouer des gens chez Marco Polo, soit même, on se dit, tiens, on va faire un concurrent qui est parti peut-être un peu avant, un peu après, et ils vont arriver dans les mêmes endroits, l'un avant, un peu après. Est-ce qu'il a saboté ce qui allait se passer pour l'autre? Est-ce qu'au contraire, il profite de l'un pour l'autre? On va se servir de toute cette trame historique, de déjà toutes les connaissances historiques qu'on a sur ce voyage-là, et on va le tordre de façon à avoir des personnages qui vont faire des choses intéressantes. Je ne pense pas que faire partie de l'équipage soit forcément le plus intéressant, mais pourquoi pas? comment il s'appelle ce jeu? Il y avait un jeu vidéo où tu jouais des espèces de vikings qui fuient qui fuient la fin du monde et puis tu marches, puis tu dois un peu gérer c'est un jeu un peu tactique, Banner Saga. Oui, Et en fait, ça, je ne suis pas très jeu vidéo. dans The Banner Saga, tu as vraiment ce truc. En fait, tu joues des gens qui marchent, tu as des choix à faire qui peuvent impacter, qui ont un impact sur, ouais, impacter, ça n'existe pas, qui ont un impact sur, en fait, cette espèce de convoi. Tu as des combats évidemment, mais en gros, moi, j'adore cette idée. D'ailleurs, tu lis dans mes pensées, Pierre, parce que je suis en train de bosser sur un truc un peu à la Marco Polo. Et donc, moi, je trouve que ça pourrait être au contraire hyper intéressant de faire des suites de choix qui ont un impact sur ton convoi alors que tu devances ou que tu es sur les traces de Marco Polo. Je trouve que ça pourrait être hyper fort aussi, ça. Bon, là, on digresse un peu et puis Non, on non, on ne quitte la digresse pas. discussion. En fait, l'idée, c'est que, voilà, le principe, c'est mettez-vous avec 3-4 copains. Donc là, on est juste Sam et moi, on est en train de parler sur le jeu historique. Et il me donne une idée, qui lui donne une idée, qui me donne une idée. Et vous avez vu, là, au bout d'une petite heure, on s'est dit, tiens, en fait, ce serait intéressant de faire un truc sur Marco Polo. Donc, discuter avec 3-4 personnes qui font du jeu de rôle, qui ne sont pas forcément des Ça, c'est bien, ouais. créateurs. Alors, c'est là où je vais vendre mon jeu, hein. Simula, qui est un jeu générique, mais vous pouvez faire ça avec Fate, vous pouvez le faire ça avec Toulouse, ce que vous voulez. Prenez un système qui existe déjà, avec lequel vous êtes, comment dire, que vous maîtrisez bien, qui vous semble intéressant, euh, et, euh, et comment dire, tester votre jeu là-dessus. Vous n'avez pas forcément besoin de créer un système particulier, surtout en plus quand on joue de l'historique, il n'y a pas de choses qui vont être particulières, sauf si effectivement on veut faire des conflits moraux, mais bon, Simulacre le permet aussi. Mais je pense que Fate le permet tout à fait, ou d'autres jeux de ce genre-là. Mais voilà, pour l'historique, faites à votre idée, discutez avec d'autres personnes pour trouver la période qui vous intéresse,
testez-le avec un système générique et vraiment, si ça vous plaît, eh ben, diffusez-le gratuitement pour que les gens puissent en parler. Si vous pensez aller beaucoup plus loin, contactez un éditeur. Un jeu n'a pas besoin d'être publié ou d'être diffusé. Vraiment, une table peut suffire. Mais voilà, c'est un petit système, une période historique qui peut être relativement courte et centrée. Et on revient à ce que disait Sam tout à l'heure. On a joué peut-être une ou deux soirées, voire une seule soirée. Et on a fait un petit jeu de rôle historique sur une anecdote. Moi, le truc, en fait, que j'ai envie de dire aux gens qui ont envie de se lancer dans l'écriture de jeux de rôle historiques, c'est, je pense que ce serait le meilleur conseil du monde, c'est Surtout, c'est toi qui le donne. ne soyez pas, mais à part ça, non, parce que ça, je pense que c'est le pire, c'est ne soyez pas des nerds de la période. C'est-à-dire qu'en fait, si vous devenez un nerd de votre période, vous devenez un con, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez juste faire vous allez vous faire votre petit plaisir à vous. Vous allez vous pignoler tout seul à parler de votre période et vous allez partir dans des délires. C'est cool d'avoir des délires personnels, ça peut être cool de se pignoler, mais simplement le truc, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes à la table. Il y a, si vous voulez sortir un jeu en plus en l'écrivant qui va être lu par d'autres personnes, il faut que tout le monde soit en mesure d'y prendre du plaisir. Donc il faut pas être un nerd, il faut pas il faut pas se faire ces petites private jokes. Il faut que ce jeu il soit accessible. Il faut pas devenir une espèce il faut pas devenir un ayatollah de sa période. Ça peut être cool de connaître des choses, mais ma grand-maman disait toujours que c'est quoi la connaissance, c'est comme la confiture. Moi, on en a plus, on l'étale, quoi. En gros, le but, c'est de construire une histoire. C'est pas de montrer qui a le plus de savoir historique. Donc, il faut jamais. C'est cool de rester humble et puis c'est cool de jamais être trop ambitieux. Et puis, il faut pas, voilà, hein, sinon ça devient des nerds de trucs, ça devient des. On voit ça avec les Avengers ou les trucs Marvel où il y a des ultra fanatiques de ça et dès que ça sort des clous, ils tapent sur tout le monde dès que ça partage pas le même avis. Des fois, les geeks, ils ont tendance à s'enflammer pour la moindre chose. Donc, il faut jamais être un nerd de quoi que ce soit. Voilà. Enfin, quand je dis nerd, ça peut très bien être un nerd de peindre des figurines et puis de connaître des choses. C'est important de connaître des choses dans la vie, mais il faut pas s'enfermer dans des choses trop spécifiques. Et je mets un vue sur le dernier point. J'ai plus rien à dire. D'accord. Alors, est-ce que dans la pratique des jeux de rôle historiques ou à décor historique, vous avez des souvenirs de choses qui ont été un petit peu compliquées à jouer ou à passer ou où ça n'a pas fonctionné avec les joueurs? Moi, ça a toujours été moral. L'idée, c'est de se mettre dedans, c'est-à-dire d'avoir la différence entre la vision qu'on a, la vision qu'on imagine du jeu de rôle et ce qu'on veut faire dedans. Là, je reviens à Hurlement. On s'est retrouvé à un moment devant un violeur. Et l'idée, c'était ou quelqu'un qui avait tué, qui était coupable d'un acte, mais dans lequel on n'avait pas la preuve, tout en étant, enfin, on n'avait pas la preuve formelle, tout en sachant que c'était fait. Est-ce qu'on réagit avec notre morale actuelle, qui est la personne dont on sait qu'elle est coupable, mais qui n'a pas la preuve directe qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'elle est vraiment coupable ou pas, quelqu'un dont on soupçonne, où tout le monde a dit qu'elle l'était. Moi, à un moment, mon personnage qui était assez brutal et direct s'est dit, de toute façon, à l'époque, le tribunal, c'est la personne qui va avoir le plus d'argent qui va gagner. Et comme je sais que le coupable, c'est un noble et que ce n'est pas le pauvre paysan, c'est pas grave, je vais tuer le noble dont je sais qu'il est coupable. Mais parce que je sais ce qui va se passer et tout, moi, en tant que Pierre maintenant, je ne le ferai pas. Est-ce qu'à cette époque-là, mon personnage le ferait? Quelle morale il a ou qu'est-ce qu'il n'a pas? Donc, je me choisis une morale pour moi. J'ai ma morale à moi, j'ai la morale de mon personnage. Et après, historiquement, est-ce que ça rentre en conflit avec ce qu'il ferait à cette époque ou pas? Ouais, je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai rencontré la même chose et je vais même aller plus loin dans le sens où les aspects moraux, j'ai eu le sentiment que les mêmes joueurs, pourtant, dans des univers de fiction, euh, même sur des scènes qui étaient aussi dures que celles que tu évoques, ou genre un village massacré, bah, ça passait.
Alors que le fait d'avoir une scène équivalente et pourtant d'une intensité moindre, ça passait plus difficilement parce que on avait le sentiment que c'était plus proche de nous, quand bien même ce soit dans le passé, et que ce soit une période révolue. Et j'ai même le cas de figure où dans le jeu que je fais jouer, on va dans le passé, on va dans l'histoire, mais en plus on va pas dans la vraie histoire, on va dans une réalité miroir. Donc qui est une copie du passé, donc qui n'est pas la réalité, qui disparaît quand on en repart. Et ben même là, les situations d'émotion, les situations où on est confronté à sa propre morale, je les vois vécues de manière plus intense, avec plus de résistance qu'on ne pourrait le voir dans des jeux d'Heroic Fantasy où il y a le classique de qu'est-ce qu'on fait d'un village de gobelins, qu'est-ce qu'on fait des femmes et des enfants. Et je trouve que dans les jeux histo, j'ai remarqué ça, en tout cas sur les quelques séances où ça s'est produit, qu'il y avait plus d'affect sur ces situations-là. Samuel, peut-être, sinon je vais voir si on a d'autres questions ou bien vous en posez d'autres. Alors, par rapport à ce que tu disais, Dragan, il y a deux trucs dans les choses un peu problématiques ça me permet de rebondir sur un truc que Pierre a dit tout au début et qui serait intéressant. Dans les jeux histo, ce qui est toujours très compliqué, surtout des fois dans l'histoire européenne, mais aussi dans plein d'autres civilisations d'ailleurs, c'est toujours la question de la place des femmes. Parce que il y a toujours cette notion d'infériorité de la femme, ça c'est clair, c'est un fait historique, on va pas épiloguer là-dessus, mais en jeu, on s'en fout parce que il y a des femmes, il y a des joueuses à table qui vont peut-être jouer des personnages féminins ou des garçons, enfin, peu importe, mais le fait est que c'est un personnage et une joueuse qui doivent autant s'amuser que tout le monde à la table. Et donc, il faut lui proposer des choses à jouer qui soient aussi intéressantes. Sinon, c'est de la barbarie de proposer l'inverse. Ça peut être intéressant de vouloir jouer des discriminations à part ça. Mais le but, c'est que ça doit jamais amoindrir le plaisir de jeu. Et pareil, c'est une discussion que j'ai eue avec le fameux historien chargé de cours à la Sorbonne, dont je parlais tout à l'heure. En fait, une fois, on parlait justement de cette tendance actuelle à parler de choses qui étaient exceptionnelles. Par exemple, les chevaleresses, les femmes qui combattaient, ou enfin ce genre de choses. Les femmes guerrières, ben, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu. Et en fait, le il y en a eu, ça permet de dire ça peut exister à la table. Donc, l'exception, on s'en fout que ce soit une exception autour d'une table de jeu de rôle, du moment que ça existe, c'est cool. L'autre élément problématique, c'est aussi un truc dont Pierre parlait et qu'on peut expliciter aussi, moi, c'est le rapport à la rationalité. Quand je joue à un jeu historique, la première chose que je dis aux gens, surtout le Moyen-Âge, c'est la période que je connais le mieux, mais en gros, au Moyen-Âge, on expliquait pratiquement. La rationalité au sens contemporain, ça n'existait pas. Tout pouvait être perçu de manière surnaturelle. La science et la religion, c'était tout à fait lié. Et donc, moi, j'adore ce passage dans le film La vie de Brian, quand il perd sa sandale, ça devient un miracle. Il bouffe, il y a un buisson, ça devient un miracle, il y a de la nourriture. Enfin, tout est expliqué par le surnaturel et le miracle. Et du coup, je trouve que c'est génial quand dans une partie, les joueurs et les joueuses, ils arrivent à se départir de cette rationalité moderne pour aller vers quelque chose d'un peu différent. Ça, je trouve que c'est quelque chose de chouette aussi. Voilà. Quelque chose d'autre sur la morale, je vais parler de quelque chose, donc il y a eu un contrat social là-dessus, c'est-à-dire qu'on a joué avec des amis pendant la période guerre de sécession et le scénario a été assez simple. Hein. Il y avait un père, sa fille et moi, un colonel sudiste particulièrement raciste avant. Je leur ai dit, au fait, je vais jouer un type vraiment tel qu'il est, tel le colonel à l'époque, donc il a les mêmes idées, le même genre de truc. Vous inquiétez, est-ce que vous allez vous inquiéter si vraiment je rentre vraiment là-dedans? Et ils m'ont dit, OK, nous on joue ce genre de choses-là. Et quand j'ai joué, mais j'étais abominable avec les esclaves noirs, quoi. Je les ai agonis d'injures, enfin, sale négresse, un peu comme ça. Un truc que déjà je ne ferais pas dans la vraie vie, c'est évidemment, mais même je n'aurais pas pensé à le faire si je ne leur avais pas demandé avant. Parce que même déjà en le faisant, ça me gênait. Mais je voulais jouer un personnage à cette époque-là. Et si je ne l'avais pas fait en disant excusez-moi, madame, venez ici me cirer les chaussures, ça n'aurait pas gardé aussi. Donc, le problème, c'est toujours est-ce que tu respectes l'histoire ou pas? Est-ce que l'histoire est aussi un prétexte pour avoir le droit de quelque chose que tu ne ferais pas?
Par exemple, voilà, je vais faire un scénario dans le cinéma d'il y a 10 ans. Est-ce que le fait que je sois producteur m'autorise à violer toutes les actrices? Quand je vais jouer le personnage, je ne suis pas persuadé non plus. Ça n'a pas un intérêt puissant. Il ne faut pas non plus que l'histoire, en tout cas le fantasme qu'on a sur l'histoire, permette à un joueur de faire des choses qui deviennent abominables. Ou alors, il faut qu'on ait demandé tout le monde autour de la table jusqu'à quel point on peut le faire ou jusqu'à quel point c'est réaliste. Qu'on ne se retrouve pas avec une personne qui se retrouve dégoûtée ou bizarre parce qu'elle ne pensait pas qu'on ait pu aller dans cette direction-là. Surtout que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, ça peut être, enfin, si tout le monde est d'accord d'aller dans ce sens, ça peut être intéressant sur une partie, tu vois, mais ça n'a aucun intérêt narratif à long terme. Ce qui est cool, c'est si ton personnage remet en question ses valeurs ou est questionné dans ses valeurs par des éléments qui arrivent dans la fiction, etc. Ce qui est cool, c'est quand les personnages qui ont des idées fortes, ce qui est génial c'est quand elles sont questionnées, ces convictions qui peuvent être bonnes ou mauvaises, peu importe, mais en gros, euh, passer une campagne à insulter un autre personnage. Oui, non, d'abord, ce n'était pas un autre personnage, c'était un PJ. C'était Puis des PNJ. moi, c'était un personnage Mm. d'histoire, c'est-à-dire que, en fait, j'ai déclenché le dégoût des autres Ouais, je me personnages souviens. pour, en fait, pouvoir m'échapper pour qu'on ait une course-poursuite dans lequel je savais que j'avais très peu de chances de survivre. Et je trouvais que c'était marrant de me servir de ce genre de choses où je devenais moi-même abominable pour que les autres joueurs aient envie de me punir. Bon, parce que je suis un peu Oh, tu masochiste. jouais. D'accord, t'es devenu le méchant du scénario. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant là, par rapport à cette question de la morale que tu disais. Effectivement, peut-être que certaines choses prennent une importance plus grande dans un cadre historique quand on sait qu'elles ont vraiment existé. Les atrocités réelles ont quand même un impact sur notre inconscient collectif qui est plus fort que le massacre d'un village gobelin, même si à part ça, dans n'importe quel univers, on peut donner une teinte dramatique à peu près n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un poids de l'histoire. On n'a peut-être pas beaucoup parlé de ça. Il y a un poids de l'histoire qui est quand même quelque chose duquel on peut. Bah, je parlais de la Saint-Barthélemy avant, ça en fait par exemple partie, quoi. Hein. Je crois qu'il y avait ce fameux bouquin, ça a été édité par. C'était pas Lapin Marteau, mais il y avait déjà Jérôme Larrey à la manœuvre. C'était jouer avec l'histoire. Et puis un des articles, c'était sur. Je crois que c'est Olivier Keira, il me semble. C'était Keira ou Jaworski, Il c'était me un des semble. deux, Ah oui, je sais qui plus. parlait justement des zones d'ombre de l'histoire, justement. Est-ce qu'on peut jouer de tout, etc. Comment jouer avec les périodes difficiles de l'histoire. Je crois que c'était ça le point de vue de l'article. Je pense que là, il y a quelque chose. Là, on touche à quelque chose d'un peu compliqué. Ouais. Voilà, par exemple, Torquemada, qui est là. Comment est-ce qu'il jouerait l'Inquisition? Si tu as un micro, tu peux parler. Hein. Et puis peut-être que ce n'est pas un sujet sur lequel tu veux parler d'ailleurs. Mais comme je vois ton pseudo, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Ah, je crois pas qu'il est en Peut-être que ça audio. ne l'est pas du tout. Hein. De temps en temps, je manque d'à propos. Ouais. Alors, on a aussi un auditoire qui peut nous écouter pendant qu'il y a du bruit autour de lui et c'est pas forcément évident. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé non plus, alors on a vu tout à l'heure en intro qu'il fallait pas trop se prendre la tête avec ce qui était faisable ou pas faisable, mais est-ce que vous pensez que le jeu de rôle historique est une activité qui serait un truc de garçon? Et est-ce que vous pensez que les jeux de rôle historiques représentent des freins pour qu'on ait des joueuses qui jouent sans penser qu'elles vont se retrouver dans des rôles limités? Alors, je vais prendre un côté qui est un peu sexiste et opposé, parce que quand on regarde le GN et les jeux historiques en GN, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui jouent. Donc, je ne vois pas pourquoi le jeu de rôle historique autour d'une table n'atterrera pas beaucoup de gens féminines. Surtout qu'actuellement, même quand on regarde le public du jeu de rôle, il est parti de 95% de garçons et maintenant il doit être arrivé à 60% de garçons. Moi, autour de moi, j'ai à peu presque autant de joueuses que de joueurs. Bon, j'ai toujours eu au moins une joueuse. Donc, je pense que l'équilibre homme-femme
déjà à basculer et commence à arriver presque vers une, une balance. Et franchement, je connais pas mal de filles qui sont intéressées par les côtés historiques, peut-être même moins que des garçons. Donc, non, je ne vois pas du tout d'empêchement. Bon, très bien. Est-ce que vous avez une approche dans les jeux historiques avec une composante dédiée à l'art d'une époque? Eh ben, c'est une bonne question, mais moi, non. Tu pourrais, attends, par rapport, juste Dragan, je me permets juste de terminer une précision par rapport à ce que disait Pierre. Moi, c'est des retours que j'ai souvent quand je parle des jeux historiques sur les réseaux sociaux. Il y a souvent une crainte de jouer des personnages féminins cadrés, normés, un peu amoindris, je sais pas comment dire, qui ont des contraintes sociales que les autres personnages n'ont pas. Et puis, ben, pareil, c'est ce que je leur dis tout le temps, c'est n'ayez pas peur. Tout le monde sera traité à la même enseigne, quoi. Il n'y aura de vérité que ce qui se passe à la table de jeu, point. Et puis par rapport à l'art, ben c'est compliqué d'avoir une. C'est compliqué de. Attends, ce que je veux dire, c'est la compétence de l'auteur. Je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Tu pourrais la reformuler? Alors, je vais la formuler, et c'est une question presque égoïste, parce que moi, j'essaie d'avoir cette approche-là dans le cadre du jeu que je développe, parce que ce sont des personnages qui sont les historiens de l'art. Et l'idée, c'est, je me suis rendu compte qu'en fait, l'art, quand on s'y intéressait, donnait beaucoup d'informations sur une époque. Et donc, est-ce que dans les jeux que vous travaillez, vous avez un volet descriptif, que ce soit par exemple, imaginons qu'on soit à Mm. l'époque romaine, décrire les statues, le travail conséquent, pour une autre période en Italie, le travail des peintres, la relation entre la peinture et l'Église, tout un paquet de choses qui ont eu lieu et qui sont forcément pas très connues. Enfin, qui sont pas forcément très connues, pardon. Mm. Ben, l'art, c'est un aspect fondamental de la culture. Donc, si tu fais un jeu exhaustif qui entend tout embrasser à la TDOM, je pense que c'est fondamental d'aborder l'art. Tout simplement parce que c'est révélateur de technique, c'est révélateur d'aspiration, c'est révélateur de plein de choses. Donc c'est fondamental de l'aborder si tu es dans une approche encyclopédique de ton jeu. Après, voilà, et ça peut être cool aussi de faire des jeux qui tournent autour de ça, hein. Par exemple, je sais pas, un jeu où tu jouerais des tailleurs de pierre au Moyen Âge, ça peut être, je pense, un truc assez passionnant à faire vivre, à vivre et à faire vivre. Mais ouais, si tu es dans une approche vraiment globale, je te rejoins sur le fait que l'art, c'est quelque chose d'absolument capital dans la culture, quoi. Oui. Moi, je vais être lapidaire à nouveau, comme d'habitude. Moi, non, dans le jeu de rôle, je m'en suis servi que comme iconographie, quoi. Bah, écoute, c'est déjà bien. Parmi les jeux qui entrent pas donc enfin, qui entrent d'une certaine façon parce qu'ils représentent un cadre historique, il y a un jeu auquel je n'ai pas joué moi, mais dont on m'a dit le plus grand bien, c'est Nephilim, qui a dans certains scénarios, dans certains textes, des descriptions extrêmement poussées. Je ne sais plus lequel c'est, mais il y aurait, je crois, une cathédrale ou une église où quand on rentre dedans avec le bouquin des Philimes dans les yeux, enfin sous les mains, pardon, sous les yeux donc, on peut en fait comprendre ce qu'il y a autour de nous et décrypter ce qui nous entoure. Donc il y a du travail qui est fait par moment. Alors je ne sais pas si c'est facilement accessible, moi je ne l'ai pas lu moi-même, mais c'est une porte d'entrée pour comprendre les constructions historiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Vous connaissez ce jeu peut-être? Je connais le jeu, en fait. Bon, je me suis arrêté quand même à la deuxième édition, même si j'ai acheté la cinquième. Moi, j'appelle ça quand même, c'est comme je disais, Cthulhu, hein, c'est un peu l'histoire secrète, c'est-à-dire on se sert quand même Mm. du présent pour faire quelque chose. Il y a un un exemple qui n'est pas du tout dans le jeu de rôle, c'est, comment ça s'appelle, le David Chicode, qui est en dehors de ça un assez mauvais bouquin, mais qui se sert comment dire, de lieux historiques, de points historiques. Et comme ça a eu beaucoup de succès, il y a des gens après qui ont décidé d'aller à tous les lieux qui ont été décrits et qui étaient dans le livre. Suivant les pages, il y a des endroits où les gens savaient reconnaître, avaient l'impression d'être dans le livre.
que ce soit dans le jeu de rôle ou pas. Mm. En fait, c'est un truc de description dans le Umberto Eco, le Ouais, pendule de Foucault, qui est de toute façon une inspiration pour Néphilim. Umberto Eco, qui est comment dire, un homme très cultivé, il est allé dans les lieux et il les a décrits. Donc je pense que on peut faire ça dans un jeu historique ou n'importe quel jeu. On va à un endroit, on se sert du Mm. territoire, ce qui fait que quand on va le lire, on va reconnaître à l'endroit où on est. Après, c'est le traitement qu'on en fait. Est-ce que le traitement est purement descriptif, c'est-à-dire on va reconnaître exactement ce que c'est? Est-ce qu'on va lui rajouter une couche jeu de rôle en disant en fait c'est ce que vous voyez parce que c'est ce qui est visible, mais il y a une partie invisible qui est l'aspect qu'on a rajouté dans le jeu de rôle. Et Néphilim, en général, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est réellement le cadre tel que nous, en tant que profanes, on va voir, mais le fait qu'il y ait un esprit K qui soit caché derrière ou un truc, ça fait partie de l'aspect fantastique du jeu. Mm. Donc, c'est ce que Mm. j'appelle jouer avec l'histoire. Là, c'est jouer avec le décor, avec le Le, dans ta question, Dragan, en fait, moi j'ai un rapport très compliqué. J'adorerais adorer Nephilim. J'ai jamais osé maîtriser Nephilim. J'ai un peu peur de ce jeu. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, Nephilim, c'est du pur plaisir d'érudit. Et c'est hyper marrant que Pierre parle de Umberto Eco, parce que c'est exactement ça. Nephilim, c'est du pur plaisir d'érudit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu quand même qui s'adresse, enfin, qui demande, c'est pas qui s'adresse à des gens, ça demande un investissement en termes de culture générale qui est quand même très poussé. Et le truc, c'est que, mais en retour, j'ai l'impression que c'est un jeu qui peut beaucoup récompenser en termes de valorisation. C'est-à-dire que tu vas devoir te taper beaucoup d'infos, ingurgiter beaucoup d'infos, mais après, tu peux aller te balader en Bretagne, où il y avait la campagne Le Souffle du Dragon, etc. Tu peux aller te balader sur des lieux qui ont vraiment existé. Et du coup, ça peut être, je pense, hyper valorisant, hyper gratifiant de découvrir tout ça. Mais on est vraiment dans un truc qui est du pur. On est dans le pendule de Foucault, on est dans du Eco, on est dans du Arturo Pérez Reverte avec le tableau du maître flamand, enfin ou dans Club Dumas. C'est vraiment des livres avec une exigence d'érudition qui est très poussée, mais où j'ai l'impression que cette exigence d'érudition, elle est toujours récompensée par le petit plaisir de l'érudit qui découvre quelque chose qui lui a coûté. Euh, Maintenant, c'est un jeu, personnellement, j'adorerais une fois avoir appel lancé, voilà, bouteille jetée à la mer sur les internets. J'adorerais une fois jouer à une partie de Nephilim qui ne me fasse pas peur, un truc tout simple, etc. Parce que pour moi, c'est un jeu qui a un potentiel juste surénorme, mais qui a l'air d'une complexité abyssale. Oui, alors je vais donner plus comment dire, un avis. Alors, je ne devrais pas sur une conférence comme ça. Mais en fait, j'ai vu des parties de Néphilim ou des gens qui jouaient, et il y a des gens qui Mhm. jouent effectivement très érudits, très dans la ligne des recherches de la quête de la sapience et tout. Et j'ai vu plus de tables encore qui se servent de Néphilim comme étant un jeu de super-héros, hein. Grosso modo, on fait la Avec recherche des Pyrimes, du truc du feu, ouais. on envoie des boules de feu, on détruit tout. C'est un peu, ils se sont dit, ah oui, on joue à Néphilim, on va rechercher la connaissance, et la connaissance, ça me permet d'être un magicien du 19e qui bousille tout autour de lui, a de grands pouvoirs, de grandes responsabilités, de grands pouvoirs. Donc voilà, non, je pense que c'est un jeu extraordinaire, mais voilà, c'est comme d'habitude, c'est les joueurs qui en font ce qu'ils en veulent, mais comme c'est un jeu qui a un grand potentiel, on peut aussi bien en faire le meilleur que le pire. Ce que dit Pierre, ce que dit Pierre me renvoie en fait à ce qui m'a freiné moi, ce qui fait que j'ai pas encore joué à ce jeu, mais que j'ai envie de feuilleter, c'est que personnellement j'aime pas jouer des personnages hors du commun. Du coup, les jeux où on va jouer des gens normaux avec peut-être une petite composante surnaturelle, mais voilà, je préfère que les personnages soient normaux et qu'ils puissent se mêler à la foule. C'est pour ça que des entités qui sont au-dessus du lot, à titre perso, ça me pose un souci en termes de jeu. Écoutez, nous sommes quasiment à l'approche de la fin du temps qui nous est imparti. Si l'auditoire, vous avez des questions à poser, plutôt écrites, parce qu'on n'a encore eu personne au vocal, donc on ne va pas insister encore dans ce sens-là, à nous poser, à poser à Pierre, à poser à Sam, écoutez, c'est le moment, n'hésitez pas.
Pendant que vous y réfléchissez, alors on a Torquemada qui nous parle du jeu Scale qui est très bien. Merci de l'info et du partage. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, j'invite Pierre et Sam à nous parler de leur activité prochaine. Alors, soit durant Roll Event, si vous avez d'autres événements qui viennent, soit dans le futur, où des choses apparaissent, ça nous intéresse. En fait, pendant Roll Event, j'ai fini mes 2 parties, donc c'est fini, ça c'était la conférence, hein, j'avais 2 parties de Simula. Sinon, je n'ai absolument aucune comment dire, actualité ni proche ni lointaine de jeu à aucun moment, sauf que de mon côté, je continue toujours à peaufiner depuis 25 ans Simulac, qui de toute façon est disponible gratuitement sur mon site, sur ma page Facebook. Donc, vous êtes obligé d'avoir Facebook. On peut retrouver les anciennes éditions, mais le travail actuellement, c'est sur le groupe Facebook Simulac Jeux élémentaires. Mais voilà, ça c'était de pure auto-promo et en dehors de toute activité. Et sinon, Dragan va vous en parler, données pour Roll Event. Oui, Ouais. merci Pierre. Alors, de mon côté, demain, toujours dans le cadre de Roll Event, demain au studio 4D2 à Lausanne en Suisse, je vais mener une partie d'un jeu que j'aimerais voir édité, d'ailleurs qui est en bonne voie de trouver un éditeur qui s'appelle Spiral, qui permet de, en fait, c'est Cops, mais un peu plus en mode True Detective. En fait, en gros, c'est du polar un peu sombre où on joue des flics torturés. Donc, c'est un jeu qui est quand même très cool, mais avec des thèmes assez durs, mais qui est un chouette jeu. Si demain après-midi vous faites rien et que vous avez envie de pleurer, regardez ça. Même si ça peut être très rigolo. L'autre truc, c'est que j'ai comme projet, je travaille sur un jeu horrifique qui va être édité, je pense, l'année prochaine, fin de l'année prochaine. Il y aura un financement participatif. Je peux pas trop en parler dans le détail, mais ça va être très dans l'ambiance Stephen King, ça. Et puis un autre jeu aussi en mode très dans une ambiance un peu Iran, persantique, quelque chose de fantastique. Un jeu vraiment cool en mode d'ambiance route de la soie, avec un système de résolution assez intéressant. Ce sera chez Odonata, les gens qui ont fait Insectopia, etc., avec leur petit système de tesselle de résolution. Je crois on va aller vers un truc qui en tout cas me plaît vachement. Donc l'horizon ludique, il est assez occupé pour 2022 déjà. Et comme Pierre, si vous avez la possibilité de donner des sous pour le Roll Event, faites-le, c'est vraiment cool, c'est super et c'est vraiment une très très chouette initiative. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Merci au public qui nous dit, pour certains, qu'il n'y a pas de questions, que c'était un plaisir de vous écouter. C'est un plaisir partagé. Un grand merci à vous. Et puis, jouez, faites du jeu de rôle, participez à des jeux historiques, intéressez-vous, documentez-vous. Et puis, ça reste très, très sympa. Et on est là pour s'amuser. C'est le maître mot de vivre des histoires ensemble. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder sur roll20.fr la suite du programme et à soutenir les associations qui amènent le jeu aux enfants hospitalisés. Je vais clore le rendez-vous et remercie à nouveau personnellement Samuel, Pierre et vous tous. Au Merci revoir. Dragan, merci tout le monde pour avoir été là. Bye bye. Bye bye.